Présentation. Et je profite aussi pour remercier le réseau REMA pour l'invitation et l'opportunité qui m'a offerte de venir échanger avec vous sur la thématique des changements climatiques et de la santé. Je tiens aussi à remercier les participants de leur présence. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir et de pouvoir justement parler, aborder de cette thématique qui est tellement importante et qui nous concerne tous. C'est quel est le changement climatique. Donc, si je vais commencer peut-être par partager mon écran, et puis je vais voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à me le dire. Et puis peut-être que je ne regarderai pas trop les échanges dans la boîte de discussion. Donc, toutefois, s'il y a une personne qui peut relever les questions, après, je pourrais y répondre. Ça serait très gentil de la part et ça me ferait plaisir. Merci. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez, il y a quelqu'un qui peut me confirmer que c'est bon? Oui, on voit très bien votre écran et je vais repérer les questions pour vous les poser à la fin, si jamais il y C'est en très avait dans la gentil. boîte de messages. C'est très gentil, docteur Pascaline, merci. Donc, alors, le titre de la présentation, comme ça a été annoncé, c'est Changement climatique et soins de santé durable. Moi, j'ai l'habitude de dire changement climatique et santé, mais ça va très bien aussi comme titre, hein. J'ai un certain nombre de diapositives. Je vais essayer, parce que à l'Université Laval, j'ai un cours de 45 heures sur la thématique. Et là, bon, ben, vous allez comprendre que j'ai essayé de résumer un cours de 45 heures en une heure et demie. Donc, je vous prie, si j'ai pas pu tout passer en revue ou que j'ai oublié certains aspects, de bien vouloir m'en excuser. C'est très difficile de faire rentrer 45 heures dans une heure de présentation, comme vous conviendrez avec moi. Mais voilà, ici, ça sera surtout de faire passer un message, d'aborder les grandes thématiques, les idées essentielles par rapport à ce sujet de changement climatique et santé. Et puis, si vous voulez aller plus en profondeur, vous aurez mon adresse courriel et on pourra continuer à échanger. J'ai quelques références d'ouvrages à la fin de ma présentation que vous pourrez consulter. Certains sont disponibles en ligne et qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Donc d'abord, je vais commencer quand même par définir quelques concepts. Alors d'habitude, quand je le fais, je pose la question aux gens, mais ici, bon, je vais essayer moi-même d'y aller sans poser des questions, parce que c'est mon habitude un peu d'échanger avec les gens à travers certaines définitions. Mais là, bon, on pourra en discuter après la fin de la présentation. Donc, d'abord, la question de la météo et du climat, parce que les gens ont souvent tendance à confondre les deux. Les deux sont différents, très important de le savoir. La météo, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques, mais sur une courte période, donc quelques heures à quelques jours. Alors que le climat, c'est vraiment descriptif, une description statistique du temps sur une longue période, hein. L'Organisation météorologique mondiale estime à au moins 30 ans. Donc, on utilise effectivement les paramètres météorologiques pour faire cette description, qui sont des moyennes en fait au niveau climatique. Donc, attention à ne pas confondre climat et météo parce qu'il y a une question d'échelle là d'intervention, alors que la météo, c'est le temps sur quelques heures et quelques jours. Le climat, c'est beaucoup plus long. Donc, ça, c'est très important de le distinguer. Autre notion aussi qui est importante avant d'aller plus loin, c'est la question des changements climatiques. Alors, parce qu'ici, dans le titre de ma présentation, il y a changement climatique, donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on entend par changement climatique, parce qu'il faut savoir que le climat, il varie de manière naturelle, hein, c'est-à-dire indépendamment des activités humaines. Donc, il y a la variation naturelle du climat. À cela s'ajoutent les changements climatiques, qui sont en fait des variations du climat, mais liées aux activités humaines. Donc, la définition qui est mentionnée ici, c'est une définition qui figure dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée en 92 lors de la conférence de Rio là, sur le développement, conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Donc, c'est là où il y a un certain nombre de conventions qui ont émergé, telles que celle sur la biodiversité, celle sur la désertification, et puis celle dont je parle ici, qui est celle en lien avec les changements climatiques. Donc, il y a la variation naturelle du climat qui est en lien avec un certain nombre de paramètres, notamment le rayonnement solaire, mais il y a la variation anthropique du climat qui est due aux activités humaines, donc à toutes nos activités, vous et moi, qui donc conduit à des rejets d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Alors, il faut savoir qu'il y a l'effet de serre naturel. Comme tout à l'heure, je parlais de la variation climatique naturelle, ben, il y a l'effet de serre naturel. L'effet de serre naturel, c'est un phénomène qui nous permet en fait d'avoir une température moyenne terrestre de l'ordre de 15 degrés, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à moins 18, on est à plus 15.
ce qui nous permet en fait de gagner 33 degrés. Donc, en soi, le phénomène en lui-même, il est très bien. C'est l'effet de serre anthropique qui pose problème. Et le schéma qui est là, c'est pour vous expliquer l'effet de serre anthropique, donc qui est responsable des changements climatiques. On sait qu'il y a le rayonnement solaire qui va frapper la surface de la Terre. Il y a une partie de ce rayonnement qui va être émis sous la forme qui va être émis sous la forme d'infrarouge, hein, de rayonnement infrarouge. Partie de ce rayonnement infrarouge va être captée par des particules qu'on appelle des gaz à effet de serre et va retenir cette chaleur, si vous voulez, à proximité de la surface de la Terre. Donc, plus vous rejetez des gaz à effet de serre, plus ben, justement le rayonnement solaire qui est réémis sous forme d'infrarouge va être capté par ces gaz à effet de serre, donc va contribuer au réchauffement de la planète. Alors, juste pour donner un exemple, si vous vivez dans un pays ici comme le Canada où moi je suis, ben, en hiver, on a des températures de -20, -25 quelquefois, et si vous portez un manteau hein, qui va vous protéger du froid, mais plus vous portez des couches de vêtements, mais plus votre organisme va avoir chaud et plus effectivement il va commencer à ressentir une certaine sensation. C'est la même chose avec le système Terre. Plus vous émettez de gaz à effet de serre, plus ces gaz à effet de serre vont capter la chaleur à la proximité de la surface terrestre et plus donc ça va contribuer au réchauffement de la planète. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer à quel point le problème est important, c'est que la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est un siècle. C'est-à-dire quand vous rejetez du CO2, sa durée de vie dans l'atmosphère, c'est un siècle. Donc le CO2, gaz à effet de serre. Hein. Un autre gaz à effet de serre, c'est le méthane, dont la durée de vie dans l'atmosphère est de 10 à 12 ans. C'est pour vous dire que lors du siècle, pour le CO2, avec toutes les émissions qu'on a déjà effectuées, on a encore du travail devant nous. Les gaz à effet de serre, vous les connaissez sûrement. En tout cas, vous avez entendu parler du CO2, c'est celui dont on parle principalement. Il y a aussi le méthane, la vapeur d'eau, les oxydes nitreux et l'ozone. Alors, l'ozone, il y a deux ozones. Il y a l'ozone euh, dont on parle ici, qui est l'ozone troposphérique, c'est-à-dire qu'on trouve au niveau de la troposphère, qui, lui, est nuisible pour la santé. On va en parler dans la suite de ma présentation. Et il y a l'ozone qu'on appelle l'ozone stratosphérique, qui est la deuxième couche au niveau de l'atmosphère, parce que la première couche, c'est la troposphère, ce qui est la stratosphère. Et donc, cet ozone stratosphérique, lui, par contre, il est bon pour la santé parce qu'il nous protège contre les rayonnements ultraviolets. Et il y a d'ailleurs une convention qu'on appelle la Convention de Montréal, protocole de Montréal, qui protège justement la couche d'ozone pour éviter sa destruction. Et donc l'ozone là, à ce niveau-là, au niveau de la stratosphère, l'ozone stratosphérique, lui, il est bon pour les êtres humains parce qu'il les protège contre les rayonnements UV. Par contre, l'ozone issu de réactions photochimiques dans la troposphère, lui, par contre, il n'est pas bon pour la santé et considéré comme un gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres gaz à effet de serre de type industriel, comme vous voyez ici. Mais souvent, dans les estimations des émissions de gaz à effet de serre, on essaye de rapporter ça au niveau du CO2. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des formules comme l'équivalent CO2, etc. Alors là, vous avez tous entendu parler du GIEC. Donc ça, c'est des scénarios du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat hein, qui a été créé par l'OMM donc l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1988. Alors pour la petite histoire, on dit que les deux présidents, les deux chefs d'État ou responsables politiques qui ont été à l'origine de la création du GIEC, c'est à la fois Ronald Reagan du côté des États-Unis et Margaret Thatcher du côté du Royaume-Uni. Ça, c'est un peu pour la petite histoire. Donc, le GIEC, en fait, propose un certain nombre de scénarios hein, qui sont basés sur des modèles climatiques, en fait, qui ont été effectués par des centres de recherche. Et on a effectivement des scénarios qui peuvent aller jusqu'à du plus 4 degrés de réchauffement et d'autres à plus 1 degré, dépendant de évidemment un certain nombre de paramètres, mais essentiellement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on a de fortes émissions de gaz à effet de serre et peu de mesures d'atténuation, c'est-à-dire des mesures qui consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va tendre à un scénario avec une augmentation plus forte que s'il y a des mesures qui sont prises, d'où l'importance des décideurs de se saisir de cette problématique-là et de mettre en place des mesures et des stratégies de lutte contre les changements climatiques. Mais on pourrait être dans un scénario modéré, voire dans un scénario faible. Mais je vous dirais que la tendance actuelle, c'est pas d'être dans un scénario modéré ou faible, c'est plus d'être dans un scénario élevé, voire très élevé, malheureusement pour nous. Donc, c'est pas très prometteur actuellement avec toutes les décisions qui sont prises, tout en sachant que et ça, c'est marqué dans la Convention. Hein. C'est ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. On est tous responsables parce qu'on émet tous des gaz à effet de serre, mais les pays africains sont parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre et pourtant les plus vulnérables au changement climatique. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler justement. Vulnérabilité
principalement liées à la capacité d'adaptation donc, de ces pays-là, c'est-à-dire leur capacité à faire face aux effets des changements climatiques sur plusieurs secteurs, y compris celui de la santé. Deux notions importantes, j'en ai un peu parlé, c'est l'atténuation. Vous avez sûrement entendu parler d'atténuation et d'adaptation hein, dans différents domaines d'ailleurs, hein, pas seulement la santé. L'atténuation, c'est toutes les stratégies qui vont viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, si je voulais comparer ça à la santé, disons, rapporter ça à un domaine de la santé, c'est, je dirais, de la prévention primaire. Donc là, on essaie de mettre en place des actions, par exemple, dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, etc. Des actions qui vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a euh, des secteurs qui sont mentionnés. Et l'adaptation, par contre, là, ça veut dire qu'on considère que les changements climatiques sont là. Il faut mettre en place des stratégies pour s'ajuster, pour s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc là, si on devrait ramener ça à la santé, on dirait que c'est de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Mais il ne faut pas dire qu'il faut faire que de l'adaptation ou faire que de l'atténuation. Il faut faire les deux, parce que les deux stratégies sont complémentaires. Donc, quand on veut mettre en place ce qu'on appelle une lutte intégrée au changement climatique, donc qui va concerner plusieurs secteurs, ben, il faut à la fois agir sur l'adaptation, qu'on appelle en anglais la mitigation, hein, et non, l'atténuation, qu'on appelle en anglais la mitigation, et l'adaptation. Deux autres concepts ou termes qui sont très importants, c'est la vulnérabilité. Alors, ça aussi, je suis sûr que c'est un mot que vous avez déjà entendu parler parce que dans le domaine de toute façon de la santé, on parle souvent de vulnérabilité, hein, pas forcément en lien avec les enjeux environnementaux, mais c'est un terme qui est employé. Alors là, ici, c'est le degré auquel un système est sensible et incapable de faire face aux effets néfastes du changement climatique, y compris dans la variabilité et les extrêmes climatiques. On va revenir sur des exemples de alors, ça peut être des individus, des populations qui sont vulnérables, des personnes qui sont vulnérables, ça peut être des régions qui sont vulnérables par rapport à leur positionnement géographique, etc. On va revenir sur ça. Et il y a un autre concept qui est très important aussi, c'est la résilience. Et ça aussi, on parle beaucoup des communautés résilientes, des villes résilientes. C'est la capacité en fait d'un système ou même d'un individu à se remettre suite au fait qu'il a été victime, par exemple, d'une catastrophe. Posons des personnes qui ont été victimes, par exemple, d'inondations ou de feux de forêt. Leur capacité à se remettre de cet événement-là, c'est ça qu'on appelle la résilience. Donc maintenant, on parle beaucoup de résilience des villes, des communautés, c'est pour faire en sorte que, suite aux catastrophes auxquelles on va être victime, parce que toutes les projections montrent qu'il y a un certain nombre de phénomènes météorologiques extrêmes qui vont dont la fréquence et l'intensité vont augmenter. Ben, suite aux catastrophes à venir, ben, justement, on essaie de préparer les communautés à adopter, à être résilientes par rapport à ces catastrophes-là et donc, effectivement, d'y faire face et de pouvoir s'en remettre. On va voir quels sont les impacts, justement, qu'il y a en termes de santé par rapport à ça. Donc, ça, c'était quelques concepts pour qu'on puisse être au clair et échanger plus facilement lorsqu'on va ouvrir la discussion pour que vous puissiez aussi mieux comprendre ces aspects-là et voir les liens qu'il y a avec la santé. Alors, j'ai parlé un peu du GIEC tout à l'heure. Il y a beaucoup qui pensent que le GIEC, c'est un organisme de recherche. Pas du tout. Alors ça, il ne faut pas du tout penser ça, c'est pas correct. Le GIEC, c'est un institut, une organisation qui fait une synthèse, une évaluation des connaissances sur les changements climatiques en se basant de ce qui a été publié dans la littérature scientifique. Donc, le GIEC n'est ni un organisme de recherche, ni un organisme de prise de décision. Le GIEC remet des rapports aux décideurs, mais ce pas des rapports qui sont contraignants. Il y a des propositions là-dedans qui sont faites, mais c'est surtout d'informer les décideurs de l'état actuel des connaissances en matière de changement climatique et d'évaluer la situation actuelle. Donc, il y a trois groupes de travail qui figurent au sein du GIEC. Il y a un groupe qui s'occupe principalement de la physique du climat. Il y a un groupe qui est le groupe 1, donc il y a le groupe 2 qui s'occupe de tout ce qui est impact, vulnérabilité et adaptation au changement climatique. Et il y a le groupe 3 qui s'occupe de l'atténuation du changement climatique. Il faut savoir que la santé, elle a progressivement émergé parce que le GIEC a été créé en 88, hein, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Mais la santé a progressivement fait son apparition, puis maintenant elle a une place quand même non négligeable au niveau du GIEC, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas au début lors de sa création. Alors, il y a différents cycles de production du rapport du GIEC, hein, des différents rapports des groupes de travail et puis d'un rapport pour les décideurs. En général, c'est autour de 4, 5, voire 6 ans, c'est très variable. Donc, le premier rapport a été produit en 90, puis le dernier, 2022, date de 2022. Donc, il y a un cycle dans la production des rapports. Ils sont disponibles sur le site de l'organisation. En fait, en anglais, c'est le IPCC. Donc, ces rapports sont disponibles sur le site de cette organisation-là.
Alors, c'est des rapports qui sont quand même très, c'est-à-dire, il y a tout un processus avant la production du rapport. Là, j'ai essayé de le résumer en 11 étapes, mais c'est un énorme travail et ça implique plusieurs milliers de scientifiques qui sont par groupe, en plus de travail, qui sont sollicités pour travailler sur ces rapports-là. Il y a toujours un président, un vice-président de chaque groupe. Et le secrétariat du GIEC en lui-même, en fait, c'est pas lui qui produit les rapports. Lui, il coordonne le travail des différents groupes scientifiques. Et après, il y a toute la mise en page, effectivement, qui est effectuée par le secrétariat. Mais le contenu scientifique est produit par des professeurs de différentes universités et qui sont répartis par groupe de travail. À titre d'exemple, mon principal directeur de thèse, quand je faisais ma thèse de doctorat à l'Université de Genève, il était le vice-président du groupe de travail, je crois, celui sur l'atténuation ou sur les impacts, un des deux, en 2006-2007. Donc, voilà, donc ça, c'est des présidences aussi qui tournent à ce niveau-là. Donc, vous voyez ici toutes les étapes jusqu'à la sortie d'un rapport du GIEC. Donc, c'est quand même très contrôlé, très vérifié, tous les mots sont pesés, etc., etc. Donc, il y a vraiment quand même un processus qui est très long et qui est très vérifié jusqu'à l'aboutissement d'un rapport du GIEC. Alors, en général, c'est des gros rapports, hein, ce sont des milliers de pages. Il n'y a jamais personne qui s'amuse à lire tous les rapports en entier. On lit des sections et puis on regarde pour le résumé des décideurs qui, lui, est beaucoup plus court et qui est plus accessible au public parce que c'est vrai que, par exemple, les rapports sur la physique du climat, ben, si on n'est pas, si on n'a pas une certaine connaissance en climato, ça peut être assez difficile à lire. Donc, c'est aussi ça qui est un résumé qui est fait pour les décideurs. Donc, j'ai créé en 88 la Convention cadre des Nations Unies en 92. D'ailleurs, je crois que la plupart des pays africains, si ce n'est tous les pays africains, l'ont signé et ratifié. Donc, je ne sais pas de quel pays vous venez. J'ai cru comprendre, en tout cas, docteur Pascaline, c'est du Bénin. Ben, le Bénin a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et le Bénin a sûrement élaboré ce qu'on appelle des plans d'action nationaux d'adaptation au changement climatique, qui est une exigence de la Convention. Et justement, c'est cette convention qui organise la conférence des parties, dont la dernière a eu lieu à Dubaï en novembre dernier, fin novembre, début décembre. Puis la prochaine, sauf erreur de ma part, aura lieu, je crois, en Azerbaïdjan. Vous me corrigez si je me trompe. C'est une convention auquel les différents pays participent et il y a des négociations par rapport notamment aux émissions de gaz à effet de serre, etc. Voilà, donc là, je disais la première à Berlin et puis la dernière actuellement à Dubaï. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet après ces éléments d'introduction. Euh, euh, on va parler des effets des changements climatiques sur la santé. Il faut savoir qu'ils sont divers et multiples. Je pense qu'il y a une information très importante que je vais vous donner ici. Vous allez voir des effets ou des pathologies qui existent déjà, donc qui n'ont pas émergé avec les changements climatiques. La plupart des pathologies qui vont être évoquées ici, c'est des pathologies qui existaient déjà, sauf que les changements climatiques vont venir les aggraver, les exacerber. Donc ça, c'est très, très important de le retenir. Donc, vous n'allez pas être surpris en voyant hein, les maladies ou les pathologies qui vont être listées, mais il y a toujours un lien entre ces pathologies-là et les changements climatiques, notamment dans une situation d'exacerbation ou d'aggravation. Alors là, c'est une première représentation des liens entre changement climatique et santé à travers notamment des facteurs environnementaux tels que la pollution, la dégradation des sols, l'urbanisation, etc. Et la question de la vulnérabilité individuelle. Donc, on voit ici, quand je disais tout à l'heure, la question de la vulnérabilité est importante. On voit ici les enfants, les personnes âgées, les personnes avec une situation socio-économique précaire, les personnes vivant dans certains types de pays, etc. Donc, les conditions de vulnérabilité sont liées en fait à ce qu'on appelle des déterminants sociaux de la santé que vous connaissez, j'en suis sûr. Et donc, il y a un certain nombre d'impacts qui peuvent résulter en termes de santé, maladies à transmission vectorielle, on va en parler, maladies respiratoires, affections cutanées. D'ailleurs, là, il y a un article qui est paru en 2024 là, sur des enjeux dermatologiques en lien avec les changements climatiques. Je ne l'ai pas encore consulté, mais je serais bien curieux de savoir ce qui est dit là-dedans. La question de la santé mentale, etc. On va y revenir. Mais avant d'aller plus loin, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est très important ici, c'est que si vous voulez évaluer le risque climatique au niveau d'une personne ou d'une communauté, il est très important de connaître la vulnérabilité de cette personne-là, de connaître l'aléa climatique auquel la personne est exposée. Est-ce que c'est aux inondations? Est-ce que c'est à la sécheresse? Est-ce que c'est à la pollution atmosphérique, etc. Et l'exposition. Comment se traduit cette exposition? Donc, c'est trois paramètres qui vont permettre de caractériser l'incidence climatique. Et
en plus de ces paramètres-là, ben, ces paramètres-là sont influencés à la fois par les changements climatiques d'une part et d'autre part par les processus socio-économiques. Autre paramètre important, c'est celui de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est à la fois l'exposition, disons l'exposition à un aléa donné. Ça peut être, comme je l'ai dit, la sécheresse, ça peut être, comme je l'ai dit, les inondations, ça peut être, comme je l'ai dit, les vagues de chaleur ou tout ce qui concerne, par exemple, les feux de forêt. Il y a l'exposition, il y a la sensibilité, c'est-à-dire la susceptibilité d'une personne à être durement touchée par un effet, un événement météorologique extrême. Et puis, il y a la capacité d'adaptation. Quelles sont les ressources et les moyens dont dispose cette personne pour y faire face? Et il faut savoir que les changements climatiques exercent une pression considérable sur le système de santé, notamment à travers tous ces événements météorologiques extrêmes que j'ai cités. Ben, le système de santé est durement impacté par ça. Et on va voir pourtant que ce système de santé lui-même contribue au changement climatique. Et là, je pense que vous allez être surpris d'apprendre que vous, acteurs de la santé, vous contribuez au changement climatique. Certes, vous soignez les personnes qui sont victimes qui ont des problèmes de santé en lien avec les changements climatiques, mais vous contribuez indirectement au changement climatique. Et ça, on va en reparler. Donc, la vulnérabilité, c'est très important comme paramètre lorsqu'on veut traiter une personne qui est victime d'une pathologie en lien avec les changements climatiques. Alors, les principales préoccupations de santé en matière de changement climatique se traduisent par des événements extrêmes, j'en ai parlé, vagues de chaleur, inondations, feux de forêt, pollution de l'air et allergies, on va y revenir, donc pollution atmosphérique, maladies à transmission vectorielle, maladies à transmission hydrique, en lien aussi avec les inondations, hein, toute la question de la disponibilité des ressources en eau, et disponibilité et qualité, et toute la question de l'accessibilité à l'alimentation et de la nutrition. Et un enjeu qui est très, très, très important, mais qui malheureusement a été très peu étudié, non, on commence à remédier à cela, c'est la question de la santé mentale. On s'est beaucoup concentré sur des enjeux de santé physique, peut-être parce que c'était immédiat, c'était plus visible, etc. C'est plus facile peut-être à traiter, mais on a négligé, en tout cas au niveau de la recherche, on a négligé le volet santé mentale pendant un bon nombre d'années, sauf que maintenant ça change parce qu'il y a de plus en plus de travaux de recherche. Et d'ailleurs, moi, mes étudiants, quand ils viennent pour essayer de trouver un sujet sur les changements climatiques et la santé, j'essaye vraiment de les orienter vers la question de la santé mentale, qui est un enjeu très, très important, tout aussi important d'ailleurs que les enjeux de santé physique. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de santé mentale. Et puis à la question, et ça en Afrique, je pense que connaît bien la question des migrations et de conflits, justement, déplacement de population par rapport à des problèmes de sécheresse, par exemple, des problèmes de ressources en eau, d'autres problèmes hein, d'agriculture, etc. Donc, dû aux conditions climatiques qui va amener des populations à se déplacer ou peut-être parce que tout simplement, la zone se trouve submergée par l'élévation du niveau de la mer. Donc, finalement, le niveau de la mer gagne du terrain et donc les populations sont obligées de se déplacer. Et ça va avoir des conséquences au niveau du pays qui est touché ou de la zone, mais aussi au niveau des autres pays, parce que ces populations-là, on va les appeler des réfugiés climatiques. Et là aussi, il y a très peu actuellement de recherches qui ont été menées sur le sujet, donc c'est vraiment un sujet en termes de recherche qui est émergent, tout comme celui de la santé mentale. Un schéma fait par l'OMS pour montrer les liens que je viens de vous évoquer. Vous aurez l'occasion de le parcourir parce que je donnerai ma diapositive en version PDF afin que vous puissiez l'avoir à disposition. Donc, les maladies que je viens de citer, là, elles se retrouvent ici à travers ce schéma. La même chose ici. Donc, il y a eu plusieurs représentations dans la littérature hein, sur les liens entre changement climatique et santé. Alors ici, il y a l'atténuation, comme je l'avais défini tout à l'heure, et l'adaptation, où ça se situe. Et vous voyez qu'il y a un lien avec les effets environnementaux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle d'un concept, et sûrement vous avez entendu parler de ça, du concept de santé planétaire, c'est-à-dire que la santé humaine est étroitement liée à la santé des écosystèmes, à la santé environnementale, et qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et il faut justement, dans une stratégie ou une vision holistique des enjeux, ben, prendre en compte à la fois la santé des écosystèmes et la santé humaine pour finalement aller dans le sens de la santé planétaire. Alors, ça, c'est un schéma qui est très important et qui vous dit, alors, ça a été classé, les effets des changements climatiques sur la santé ont été classés en effets directs et indirects. Par exemple, tous les événements météorologiques extrêmes, tempêtes, sécheresse, inondations, vagues de chaleur, c'est considéré comme des effets directs sur la santé. Donc, c'est des effets, c'est des changements, c'est des phénomènes qui, dans la durée et la fréquence, vont augmenter dans un climat changeant et qui vont avoir des impacts directs sur la santé.
Il y a d'autres effets des changements climatiques qui auront des impacts indirects. C'est ce qu'on appelle des effets directs, indirects. C'est tout ce qui concerne la qualité de l'eau, la pollution atmosphérique, l'utilisation des terres et les changements écologiques. Eux, ça va être des effets indirects, c'est-à-dire que les changements climatiques vont agir sur ces phénomènes-là, mais ça va être sous la forme indirecte par rapport à la santé et par rapport aux effets directs. Maintenant, c'est cette colonne qui est surtout importante ici. C'est la colonne qui nous dit, en regardant ce schéma, ça nous dit qu'on est tous, vous et moi, affectés par les changements climatiques, sauf qu'on ne l'est pas de la même manière. Donc, c'est une affectation, c'est un impact différencié. Les personnes vulnérables seront plus durement touchées par rapport à certains phénomènes ou événements climatiques que d'autres personnes. Donc, c'est très important de tenir compte de cet aspect-là, de l'aspect, comme je le disais tout à l'heure, de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est tous affectés, mais pas de la même manière. D'autres seront plus durement touchés que certains. Et ça, dans la réflexion que vous devez mener en tant que professionnel de la santé, c'est vraiment une nécessité, une recommandation forte de tenir compte de cet aspect-là. Et ces aspects donc de vulnérabilité sont, par exemple, l'âge, le genre, le statut de santé, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui souffrent de maladies chroniques, ben, en période de vague de chaleur, et ça va être, ces maladies-là vont être exacerbées. Donc, elles vont être plus durement touchées qu'une personne qui ne souffre pas de maladies chroniques. Pour vous donner un exemple, le statut socio-économique, le lieu où habite la personne, le travail que la personne exerce, par exemple, des personnes qui exercent du travail, un travail en extérieur, en période de forte chaleur, elles vont être durement touchées. Les personnes dont le logement n'assure pas une bonne aération, ben, en période de forte chaleur, elles vont être durement touchées. Donc, le revenu, etc. Le réseau social est très important, hein, le fait de pouvoir compter sur son réseau, son tissu social lorsqu'il y a par exemple des événements tels que les inondations, ben ça c'est très important, etc. Et les infrastructures de santé aussi jouent un rôle. Est-ce qu'on est à proximité d'infrastructures de santé? Est-ce qu'on a des infrastructures de santé qui peuvent nous prendre en charge, etc. Donc, à retenir qu'on est tous concernés, mais pas de la même manière. Ça, c'est le même schéma, mais je vais y passer, mais c'est présenté autrement. Alors, l'ampleur des effets des changements climatiques sur la santé va dépendre de l'intensité du réchauffement. Je vous ai montré au début de ma présentation les scénarios du GIEC. Donc, plus on ira dans un scénario avec des émissions de CO2 très importantes, ben, plus l'ampleur des effets sera importante. Et il faut savoir que ça va interagir aussi avec d'autres enjeux environnementaux. Par exemple, les changements climatiques interagissent avec la pollution atmosphérique, qui est un autre enjeu environnemental qui est très important, y compris dans les pays africains. Je pense que certains d'entre vous savent que l'OMS en a fait d'ailleurs un grand programme de lutte contre la pollution atmosphérique, et pas seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. Il y a toute la question de l'évolution de la société et de la technologie pour faire face à ces enjeux climatiques qui va avoir un rôle ou d'atténuation, donc de minimisation, de réduction du risque ou d'exacerbation. Hein. Et puis, il y a toutes les questions de mesures d'adaptation et d'atténuation qui seront prises. Donc, tous ces facteurs-là vont contribuer à avoir des effets, à jouer un rôle sur l'importance des impacts qu'auront les changements climatiques sur la santé. Donc, plus on a des mesures et des stratégies d'adaptation, mieux on pourra faire face à ces événements-là. C'est pour ça que les pays africains, ils sont toujours derrière à essayer d'avoir du soutien, du financement pour justement se préparer à faire face à certains événements aléas climatiques. Alors, conséquences médicales des changements climatiques. Là, si vous prenez la question de la dénutrition, pour vous expliquer comment vous pourrez lire le tableau, parce que je ne vais pas les énumérer tous, si vous prenez par exemple la dénutrition, la cause climatique qui est en lien avec ça, c'est toute la question des inondations, des sécheresses, de l'acidification des océans due notamment au CO2. Et donc, cette cause climatique, le mécanisme qui fait le lien entre la conséquence médicale et la cause climatique, c'est la baisse de la production alimentaire. La même chose pour la santé mentale, c'est la cause climatique, c'est la perte de la capacité de travailler, la pauvreté, la migration, la perte d'habitat. Par exemple, quand on est victime d'inondation et qu'on a perdu sa maison, son bien immobilier, ben, ça va impacter notre santé mentale. Et donc, le mécanisme qui fait le lien, c'est le type de catastrophe qui a eu lieu, qui a eu lieu. Tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, hein, donc, comme vous connaissez mieux que moi, vous êtes médecin, donc maladies liées au cœur et maladies en lien avec les vaisseaux sanguins, mais toute la question des vagues de chaleur, de sécheresse, de feu, etc., ben, la pollution et la chaleur vont jouer un rôle à ce niveau-là. Ils vont avoir effectivement des impacts
sur le système de santé en termes de maladies cardiovasculaires. Donc, je vous laisserai lire les différents éléments qui sont mentionnés là, qui vous permettent de partir en fait de la cause climatique. Donc, il faudrait partir de la colonne de droite vers la colonne de gauche pour mieux voir les liens qui sont faits à ce niveau-là. Mais je vais revenir sur quelques pathologies un peu plus en détail. Les principaux impacts sanitaires de l'exposition aux conditions météorologiques extrêmes, parce qu'on va commencer par ça, hein, on va commencer par les événements météorologiques extrêmes. Donc, les événements météorologiques extrêmes, c'est à la fois les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes, etc. C'est ça les événements météorologiques extrêmes. Et si vous vous souvenez bien, dans ma présentation, j'ai dit que ça faisait partie des événements qui ont des effets directs sur la santé. Je n'ai pas cité la pollution atmosphérique, je n'ai pas cité les maladies d'origine hydrique, je n'ai pas cité les ressources en eau, etc., qui ont des effets indirects. Là, c'est les événements météorologiques extrêmes qui sont des sortes de catastrophes, hein, qui vont avoir des effets, eux, directement et des effets, je dirais, directs sur la santé. Et ça va se traduire en termes d'augmentation de certaines pathologies, de blessures, de décès, ça peut être paranoïade, etc., électrocution, hein, exacerbation de problèmes de santé préexistants pour des personnes, par exemple, qui souffrent de maladies chroniques en période de vague de chaleur, effets néfastes sur la santé mentale, c'est de l'anxiété, c'est de l'inquiétude, c'est du stress. Hein. Il y a la perturbation aussi des infrastructures. Ben ça, les inondations peuvent détruire certaines infrastructures, notamment infrastructures routières, infrastructures liées à l'approvisionnement en eau, en électricité, au transport, etc. Là, on sort un peu du domaine de la santé, mais ça va avoir un impact sur la santé. Ça peut même détruire certaines infrastructures de santé, pas seulement des infrastructures des autres secteurs. Et l'exposition accrue à la sécheresse et aux incendies, aux feux de forêt, ben, ça sera une exposition qui sera plus importante chez les personnes vulnérables, comme je l'ai déjà dit. Alors là, si vous prenez les inondations, alors là, ça vous montre un peu un schéma, mais je vais passer sur ce schéma-là parce que je vais y revenir. Je m'excuse, mais je vais revenir quand je vais parler des inondations. Alors, chaleur extrême. Prenons la canicule comme premier événement météorologique extrême. Quelques données, alors ça c'est des données d'Europe, hein. Vous pourrez me donner des données d'Afrique si vous avez un recensement qui a été fait à ce niveau-là, une étude statistique. En 2003, il y a eu une canicule très forte en Europe, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu 70 000 décès supplémentaires attribuables à la chaleur, c'est-à-dire des décès qui auraient pu être évités, hein, mais qui sont attribuables à la chaleur. Et deux pays ont été principalement touchés, c'est la France et l'Italie, et les personnes les plus touchées lors de cette canicule de 2003, qui est un peu la canicule de référence sur laquelle tout le monde a décidé finalement de tirer la sonnette d'alarme et d'essayer de se préparer pour les canicules à venir, ben, c'est que les personnes les plus touchées étaient celles de 65 ans et plus. Alors, médecin, vous connaissez mieux pourquoi elles sont plus touchées que moi. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des études après ont été réalisées, des études qui ont été publiées dans des revues scientifiques de très grande importance, hein, telles que la revue Science ou Nature, ces études ont montré que ces événements-là, tels que les inondations, non, les vagues de chaleur, etc., ben ces événements vont augmenter de 5 à 10 fois au cours des prochaines années. C'est-à-dire que leur fréquence va être plus importante. Si on en avait une ou deux par année, on en aura beaucoup plus que ça par année, et puis sur une plus longue période. Donc, du coup, les pays ont décidé ben, de mettre en place ce qu'on appelle des plans canicules. Et c'est des plans canicules qui sont mis en place en collaboration entre les services de santé publique, les services de la santé, avec les services météorologiques, climatologiques. Donc, c'est ensemble, ils mettent en place des stratégies pour faire face aux canicules, parce que maintenant, quasiment chaque année, on en a. Hein. Ici, au Québec, on en a eu l'année dernière, mais c'est ce qu'on appelait une canicule tardive, parce qu'elle est arrivée en septembre-octobre, alors qu'en Europe, elle est plutôt arrivée autour de juillet, voire même un peu avant. Elle est arrivée assez tôt et puis elle était là au cœur de l'été, alors qu'ici, on l'a eu plus tardivement. Mais maintenant, il y a un système, par exemple, qui est mis en place ici au Québec, je sais, un plan canicule en collaboration entre les services météorologiques, notamment Environnement Canada et puis les différents services de santé publique pour se préparer et préparer les communautés à faire face à ces événements-là. Il y a même des stratégies où on mobilise les voisins pour aider des personnes qui sont vulnérables lorsqu'il y a cette période-là, etc. On sait que cette période-là va arriver parce que grâce aux prévisions météorologiques, on arrive quand même à anticiper, à se dire, ben, dans cette période-là, on risque d'être dans une zone caniculaire, donc il faut commencer à préparer effectivement les personnes vulnérables à y faire face. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais on peut mettre de la climatisation. La climatisation, peut-être que ça peut aider à rafraîchir le domicile, mais attention, environnementalement, c'est très mauvais aussi parce que ça a des impacts. Donc, voilà une stratégie qui peut peut-être
soulagé par rapport aux vagues de chaleur, mais qui a des conséquences en termes environnementaux avec le rejet à l'extérieur de la chaleur. Et ça, c'est pas non plus très bon au niveau environnemental. Donc, la meilleure solution, c'est l'aération, le rafraîchissement, mais par d'autres solutions autres que la climatisation ou le verdissement. Il faut savoir que dans une zone où on est une zone complètement minéralisée ou asphaltée par rapport à une zone où il y a de la verdure et il y a de la fraîcheur, vous pouvez avoir une différence de température de l'ordre de 10 à 12 degrés. C'est considérable. C'est considérable. C'est pour ça qu'on encourage le verdissement, les espaces verts, etc. Parce qu'en période de forte chaleur, ben, ça aide justement à atténuer les températures. Donc, les populations à risque de ce type d'événement, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve, moi, je parlais, parce que moi, je suis d'origine guinéenne et je parlais avec des Guinéens qui étudient ici, qui m'ont dit que Conakry a été victime de forte chaleur. Alors, je ne me souviens plus trop de la période et que ça a vraiment été très difficile. Donc, les populations à risque, c'est vraiment les personnes âgées, les jeunes enfants et les nourrissons, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes isolées socialement, donc qui n'ont pas la possibilité d'avoir du soutien, de l'aide, et les travailleurs extérieurs. Mais ce n'est pas que, hein, la liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez rajouter les femmes enceintes, par exemple en période de forte chaleur, etc. Donc, il y a d'autres personnes vulnérables. Là, je vous ai donné quelques exemples. Et il y a trois facteurs importants par rapport à la chaleur, à la chaleur extrême. C'est les facteurs en lien avec l'exposition, c'est-à-dire la température ambiante. Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Est-ce qu'il y a une forte humidité ou pas? Ça peut effectivement jouer un rôle sur le fait que ben, le phénomène est aggravé ou est un petit peu atténué. Les facteurs liés à la sensibilité, ça c'est notre vulnérabilité. Et si on prend des médicaments, attention, certains médicaments, et ça vous le savez, vous êtes médecin, certains médicaments ne sont pas compatibles en période de forte chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut ou réduire la dose ou trouver un médicament qui effectivement agit de la même manière, mais qui, en période de forte chaleur, ne pose pas de problème. Donc là, c'est très important aussi de savoir si la personne, par exemple, elle est victime d'une pathologie en forte chaleur et qu'elle prend un médicament qui n'est pas compatible avec ce type d'événement météorologique extrême ou en période de forte chaleur. Et ensuite, les facteurs en lien avec l'accès au traitement. Donc, les classes de médicaments, justement, potentiellement, nécessitant potentiellement une adaptation du traitement en cas de canicule, vous avez la liste ici, tels que les diurétiques, qui en période de forte chaleur, peuvent entraîner une hypotension, une chute, des troubles électrolytiques, etc. Donc, c'est des médicaments pour lesquels il faut faire attention. Lorsque vous savez que votre patient ou la personne qui est venue à l'hôpital en période de forte chaleur prend ce type de médicament, ben, il faut faire attention pour pas qu'il y ait des problèmes, que ces problèmes justement auxquels elle est confrontée pendant cette période-là ben, soient aggravés par cette prise de médicaments. Et là, il faut ou réduire la dose si c'est possible, ou essayer de trouver un médicament B qui pourrait se substituer à ce médicament-là. Donc, vous pourrez regarder la liste à travers la présentation. Ici, vous voyez aussi, c'est par rapport aux différents événements météorologiques extrêmes, les liens entre, disons, les populations touchées et puis les stratégies qu'il faudrait avoir euh, à la fois dans l'immédiat et après. Parce qu'il y a toute la question du suivi. Par exemple, si vous prenez les vagues de chaleur, il y a certains qui n'ont pas connaissance des risques qu'ils encourent, certains patients. Donc, il faut de l'éducation, de la sensibilisation. Et lorsque ces patients-là rentrent chez eux, il faut faire un suivi, prise de nouvelles, etc. Savoir comment la personne va se porter tout. Et c'est même important de savoir là où elle réside. Est-ce qu'elle réside dans un endroit fortement concerné par ce qu'on appelle des îlots de chaleur, c'est-à-dire avec la présence de chaleur extrême parce que peu de verdure, avec effectivement l'absence de vent pour telle ou telle raison, des conditions vraiment de santé urbaine déplorables, parce qu'elle habite dans ce genre d'environnement. Ça, c'est très important de le connaître aussi. Donc, vous regardez ici, là, je vous montre ici les liens entre ce qu'on appelle les espaces verts, qui sont des moyens de lutter contre les canicules avec la santé. Donc, vous voyez que les espaces verts ont des bénéfices en termes, ben, en termes individuels, c'est-à-dire par exemple d'espaces de détente, de physique, etc., d'espaces de détente et de loisirs, de production alimentaire, mais aussi en termes de modification du cadre de vie, mais aussi en termes de régulateur de la température, et c'est ce qui nous intéresse là, de séquestration du carbone. Alors, c'est très intéressant, les espaces verts. Donc, vous allez entendre des gens dire que oui, oui, il faut faire du verdissement et tout, mais attention au type d'espace vert, de plantes que vous allez choisir. Parce que si vous choisissez des espèces qui ont un potentiel allergène qui est très important,
certes, environnementalement, vous avez un bénéfice, mais au niveau santé, c'est pas bon parce que vous allez entraîner justement le développement d'allergies. Donc, attention aussi dans le choix des espèces qu'on prend pour favoriser le verdissement. Les inondations, je devais en parler, donc je reviens sur ça. Les inondations, et ça, en Afrique aussi, il y a plusieurs régions, villes, etc., qui sont touchées. Je sais qu'en tout cas, chez moi, à Conakry, c'est fréquent. Donc, ici au Canada, c'est l'aléa environnemental le plus fréquent et le plus coûteux. Par rapport à tous ces événements météorologiques que j'ai évoqués, les inondations, c'est vraiment la catastrophe naturelle la plus fréquente ici au Canada. Là, je donne un exemple du Pakistan, en 2010, qui a été victime d'inondations causées par des précipitations importantes. Un cinquième de la superficie du pays a été inondée, 20 millions de personnes ont été affectées. Il y a eu des effets sur la santé en termes de maladies diarrhéiques, malnutrition chez les enfants, infections respiratoires, maladies de la peau, explosions, etc. Tout en sachant que ces événements-là vont, leur durée, leur fréquence et leur intensité va se répéter dans un climat changeant. Alors là, vous avez une carte où on montre le nombre de catastrophes naturelles signalées par pays. Vous voyez que bien que les États-Unis aient quand même une bonne capacité d'adaptation, mais certains me diraient de mettre un peu de bémol parce que quand on a vu comment Katrina, ça s'est passé en 2005-2006, mais vous voyez que les États-Unis sont quand même énormément touchés par des catastrophes naturelles. La même chose que l'Inde, etc., et un certain nombre de pays. Bon, l'Afrique aussi, est quand même, il y a certains pays qui sont concernés par ces catastrophes-là, mais pas autant que les États-Unis et l'Inde ou la Chine, etc. Mais ce qui fait la différence, c'est pas le fait qu'on est beaucoup touché, c'est comment on fait face à ça. Parce que l'Afrique peut être peut-être faiblement touchée, mais quelle est sa capacité de réponse, par exemple en termes de santé et aussi dans d'autres secteurs, au niveau des infrastructures et tout, pour faire face à ces catastrophes-là. Donc, c'est ça surtout qui est important ici, au-delà du nombre de catastrophes. Et ici, vous voyez l'évolution des catastrophes naturelles dans le monde. Alors, c'est une comparaison entre la période 1980, 1999 et 2000, 2019. On voit qu'elles sont toutes en augmentation, sauf erreur de ma part ici. Et les inondations, on voit qu'il y a une très large augmentation des inondations de 1980 à 2019. Et c'est la même chose pour les autres catastrophes, mais vraiment les inondations et les températures extrêmes, il y a quand même une forte augmentation, comme on le voit sur ce tableau-là. Et là, on regarde les coûts, on voit qu'effectivement, c'est les inondations qui vont affecter, en fait, ce n'est pas les coûts, c'est le nombre de personnes. C'est les inondations qui vont affecter le plus de personnes par rapport au type de catastrophe. Si on compare ça à la sécheresse, on compare ça aux tempêtes, etc., les inondations vraiment arrivent en premier au 41%, par exemple, des personnes peuvent être victimes. Plus d'un milliard de personnes peuvent être touchées, euh, ont été touchées, en fait, ont été affectées par les inondations pour la période 2000-2019. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et dans plusieurs villes africaines, ben, on est victime souvent d'inondations. Là, c'est un schéma et que vous pourrez utiliser, vous, hein, dans le cadre de vos activités, qui est en fait un outil qui vous permet de faire le lien entre un aléa climatique, un aléa environnemental et les stratégies de réponse en termes de santé. Alors, c'est un outil que un professionnel de la santé peut utiliser seul, une équipe de professionnels de la santé peuvent utiliser ensemble, ou des professionnels de la santé en collaboration avec des professionnels des secteurs non sanitaires peuvent utiliser ensemble. Je vais vous montrer un exemple pour le cas de l'inondation. Alors, déterminant de la santé, vous pouvez plutôt remplacer ça par facteur de risque. Ce serait plus le terme approprié. Ah non, là, alors, il va falloir que je revienne parce que celui sur l'inondation, il est là. Je m'excuse. Je vais revenir en arrière. Voilà. Là, c'est l'inondation. Je déplacerai après dans la présentation que je remettrai à Dr Pascaline, je remettrai la diapositive dans l'ordre. Donc, le schéma est là. Ça, c'est l'aléa environnemental ou l'aléa climatique. Là, c'est les facteurs de risque, à la fois la sensibilité, donc l'âge avancé, l'état de santé de la personne, les ressources personnelles et les capacités physiques de la personne. Est-ce que la personne peut se déplacer facilement ou est-ce que c'est une personne à mobilité réduite? Le type de travail qu'elle exerce, le milieu de vie dans lequel elle évolue. Ensuite, euh, quelque chose qui peut être un entrave au soutien, c'est si elle a un réseau social limité, si les infrastructures se sont effondrées, si elle ignore les risques liés aux inondations. Donc ça, lorsque vous avez des personnes victimes d'inondations, il faut avoir ces informations-là. C'est très important hein, pour pouvoir trouver des stratégies et des réponses adaptées. Et les impacts des inondations en termes de santé sont de deux sortes. La santé physique, c'est tout ce qui concerne les traumatismes, les physiques, les blessures, les affections respiratoires, etc. Mais l'autre événement, c'est la santé mentale.
Et ça, je vous ai dit, si la personne a par exemple perdu des biens, a perdu un proche dans une inondation, etc., ben, elle peut être victime de détresse psychologique, elle peut être victime d'anxiété, elle peut être victime de stress traumatique. Et ça, c'est très, très important d'en tenir compte parce que souvent, on agit dans l'urgence, c'est-à-dire on essaie de faire face aux blessures, aux affections respiratoires, etc., aux maladies d'origine hydrique, etc. Et puis, tout ce qui est santé mentale ou suivi à long terme, etc., c'est négligé. Et pourtant, c'est très, très important parce que ça, c'est souvent sur du moyen et du long terme. Et ça peut avoir, finalement, ça peut même après atteindre la santé physique, le fait d'être dans une situation de santé mentale déplorable. Donc, il est très, très important d'en tenir compte. Et ce schéma que je vous ai montré, justement, ça vous permet, cet outil, ça vous permet justement de faire cette réflexion, qui est une sorte de réflexion globale, holistique, entre un aléa climatique d'une part, qui est là les inondations, et les réponses à avoir en termes de santé, en passant par les facteurs de risque et les effets sur la santé. Donc, c'est un outil que vous pourrez appliquer à n'importe quel type d'aléa environnemental. Alors, si je reviens à la séquence qui suit, j'étais ici, voilà. Dans certains pays africains, alors vous me confirmerez si c'est le cas dans le vôtre ou pas, je sais il y a des organisations telles que le Programme des Nations Unies pour le développement et autres qui ont accompagné ces pays-là à mettre en place des systèmes d'alerte précoce qui permettent justement de prévenir l'arrivée de certaines crues, pouvoir alerter la population, etc. Donc, pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce, il faut connaître le risque, c'est très important, c'est-à-dire à la fois l'exposition à la vulnérabilité. Il faut connaître la capacité de riposte qu'on a. Est-ce qu'on a un plan, on a des ressources pour faire face? Il faut savoir si on a un réseau de surveillance ou avoir en tout cas un réseau de surveillance et d'alerte à disposition, ce que je disais pour les crues par exemple, qui peut être déclenché à un moment donné. Et il faut savoir diffuser et communiquer. Je vais vous donner un exemple. Ici, il y a une région du nord du Québec qui a été victime de feux de forêt l'été passé, l'été 2023. Comme stratégie de diffusion, ils avaient utilisé des codes couleurs. Ils avaient utilisé trois codes couleurs, sauf erreur de ma part, c'était le vert, l'orange et le rouge. Alors, le rouge, ça veut dire qu'il faut fermer entièrement le logement et il ne faut pas sortir parce que la qualité de l'air extérieur est très mauvaise. Donc, il ne faut pas sortir au risque d'avoir des problèmes, notamment des affections respiratoires. Donc, lorsqu'il y avait un code rouge qui était diffusé, tout le monde sait que tout doit être fermé et personne ne doit sortir à cause des fumées et de la qualité de l'air extérieur qui est mauvaise. Lorsque le code était orange, ça veut dire qu'on peut ouvrir pour un nombre d'heures ou un nombre de minutes donné les fenêtres et puis peut-être la porte de son logement pour faire un peu d'aération. Lorsque le code est vert, il peut sortir et peut faire une activité physique, il n'y a pas de souci. Donc, c'était par ce biais-là que la direction de la santé publique de cette région-là ben, faisait passer les messages aux habitants et aux populations. Donc, c'est très important aussi cette question de littératie en santé, parce que pas tout le monde a connaissance en fait des termes ou des enjeux des changements climatiques en lien avec la santé. Donc, pouvoir faire passer des messages de la manière aussi simple que ça peut être utile. Alors, les feux de forêt, justement, pour enchaîner. Alors, les effets directs des feux de forêt, c'est toutes les questions des brûlures, des hydratations, coups de chaleur, etc. Il y a aussi les effets par le biais des évacuations, parce que souvent, quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On évacue les communautés, les populations vers un endroit où effectivement il n'y a pas de feu de forêt. Mais ça a des impacts très importants, notamment en termes psychologiques et en termes de stress et d'anxiété, parce que les gens quittent un endroit, peut-être leur logement, leur domicile, leur relation, pour aller dans un endroit inconnu, etc. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été réalisé dans cette région du Québec et on a remarqué que pour les personnes évacuées, 2 tiers des personnes évacuées s'étaient rendues, en fait, n'avaient pas été dans les locaux ou les infrastructures ou les dispositifs qui avaient été mis en place par le gouvernement, par l'État, mais ils avaient été plutôt chez des amis ou des relations. C'est pour vous dire, tout à l'heure, quand je parlais d'isolement ou de relations sociales, là, on a constaté que 2 tiers des personnes évacuées sont plutôt allées vers des connaissances, des amis, etc., que plutôt vers les structures qui avaient été mises en place par les institutions. Pour vous montrer l'importance, effectivement, des relations sociales lorsque on est dans des situations comme ça. Puis vous pouvez voir les effets par le biais de la pollution atmosphérique, parce que quand il y a des feux de forêt, la qualité de l'air est mauvaise. Ces feux de forêt du nord du Québec, on l'a ressenti à Montréal, c'est-à-dire dans la partie sud de la province, avec ce qu'on a appelé finalement le smog, et on ressentait ces odeurs de fumée, la qualité de l'air était vraiment très mauvaise, et il a fallu que les gens ferment leurs fenêtres, etc., et qu'ils ne sortent pas pendant un certain temps jusqu'à ce que l'air soit plus respirable. Alors là, vous pourrez lire, c'est des mesures d'adaptation en lien avec les feux de forêt. La qualité de l'air. Alors, quel est le lien entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques?
En fait, le lien entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques, c'est les sources d'émissions. Parce que les sources d'émissions de la pollution atmosphérique, c'est le transport, c'est les industries, c'est les bâtiments, etc., le chauffage. Et c'est les mêmes sources d'émissions au niveau des changements climatiques. C'est-à-dire que les transports, il y a des émissions de CO2. Pour la pollution atmosphérique, il y a des émissions de particules fines, PM10 et PM2.5. Vous savez que les PM2.5 sont très nocifs pour le système respiratoire humain. Et donc, ce qui lie la pollution atmosphérique et les changements climatiques, c'est vraiment les sources d'émissions. Donc, en luttant, en agissant, en faisant de l'atténuation au niveau des sources d'émissions, ben, on va contribuer à la fois à lutter contre la pollution atmosphérique d'une part et à lutter contre les changements climatiques d'autre part. Donc, vous voyez que le seul polluant par rapport aux gaz à effet de serre qu'on a retrouvé dans les gaz à effet de serre et qu'on retrouve dans la pollution atmosphérique, c'est l'ozone troposphérique dont je parlais au début de ma présentation. Alors, les sources, je les ai évoquées ici, hein, qui sont les mêmes, les sources anthropiques sont les mêmes que ceux des changements climatiques. Donc, ici, ça, c'est pour montrer que c'est vraiment un enjeu très important. C'est un tableau que j'ai retiré d'une étude qui a été publiée en 2021 et qui montre la mortalité prématurée en 2018 due à l'exposition au PM2.5 attribuable aux combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon. Donc, on voit ici un certain nombre de régions du monde qui sont comparées. On voit que l'Asie aussi est durement touchée, etc. L'Europe aussi, d'ailleurs. Donc, un certain nombre de pays, disons, de régions qui sont fortement touchées par la pollution atmosphérique, notamment liées aux émissions de particules très fines qu'on appelle les PM2.5, dont le diamètre est de 2.5. Les personnes sensibles à la pollution atmosphérique, c'est les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées, les enfants. Donc, ça ressemble beaucoup à ceux qui sont en fait sensibles aux vagues de chaleur, hein. Les femmes enceintes, les personnes souffrant, fournissant un effort physique. C'est pour ça que c'est déconseillé de faire une activité physique lorsque la qualité de l'air est très mauvaise. Il vaut mieux attendre que ça s'améliore, etc. Donc, ça, c'est cette liste aussi, vous avez bien compris, elle n'est pas exhaustive. Alors, les liens avec la santé, pollution atmosphérique, particules fines, c'est des infections respiratoires, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est cancers, etc. L'ozone, c'est les maladies respiratoires, c'est l'irritation des yeux. Donc ça, vous connaissez mieux que moi, mais je vous laisserai prendre connaissance de ces effets sur la santé. Mais comme vous le voyez bien, changement climatique, pollution atmosphérique, même source d'émissions. Et donc, en luttant contre les deux, on arrive à protéger la santé par rapport notamment aux infections respiratoires. Alors, les allergies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lie les allergies au changement climatique? Tout simplement la durée de la saison. C'est-à-dire que si la saison des allergies commençait par exemple en mars pour finir en mai, ben dans un climat changeant, elle va commencer plus tôt et finir plus tard. Du coup, on a une augmentation de la production pollinique, on a un déplacement des aires de distribution en climat changeant et une augmentation finalement de l'exposition et de la sensibilité. Donc c'est très, très important parce que c'est vraiment lié à cette variation, à ce changement climatique, à cette variation climatique ou ce dérèglement climatique. Donc ça affecte vraiment cette question des allergies. Et ça a des impacts pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la productivité, du travail, etc. Donc, ça a des coûts qu'il ne faut surtout pas négliger. Et donc, là, on se retrouve dans des situations, on a des saisons liées aux allergies qui sont allongées et avec une modification des aires de distribution. Alors là, je vous laisserai regarder le schéma hein, qui explique un peu les liens entre activité anthropique disons, je dirais, changement climatique en lien avec les activités humaines et les allergies. Là aussi, c'est un schéma qui montre qu'effectivement, si la période normale, c'était par exemple, de mars à mai, on se retrouve ici avec une période de saison pollinique qui commencera en février et qui finira en juin. Et beaucoup plus long que du mai à mars. Et là, effectivement, l'augmentation de l'exposition et de l'incidence, elle est bien présente. Les liens avec les changements climatiques, c'est ce que je disais, c'est les risques d'exacerbation des problèmes de la qualité de l'air et des allergies. Alors, il y a des paramètres météorologiques qui ont un rôle très important à ce niveau-là. C'est tout ce qui concerne la température, l'humidité, le vent et tout ce qui est la circulation en fait atmosphérique qui va jouer un rôle très important au niveau de l'atténuation ou de l'exacerbation de ces phénomènes-là. Donc, bien connaître les sources d'émissions et comment ces émissions se distribuent à l'intérieur d'une colonne d'air, ben ça permet justement de mieux savoir gérer aussi ces questions-là. Alors, les actions où on peut agir au niveau de l'industrie, et ça, pas seulement les pays
européens ou nord-américains, mais ça peut aussi être les pays africains, c'est-à-dire promouvoir des technologies non polluantes, promouvoir des énergies renouvelables. D'ailleurs, l'Afrique a une capacité très importante en matière d'énergie solaire qu'il faudrait exploiter justement. Donc, renforcer cette idée d'énergie renouvelable, c'est très, très important pour lutter contre les changements climatiques et la pollution atmosphérique. La question des transports aussi, c'est très important d'encourager ce qu'on appelle la mobilité durable, c'est-à-dire les déplacements en transport en commun et les déplacements en mode actif, c'est-à-dire à pied et à vélo, et puis à tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, etc. Les maladies à transmission vectorielle, et ça, là, je suis sûr aussi que vous connaissez. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre maladie, transmission vectorielle et changement climatique? Ben, déjà, les maladies à transmission vectorielle, c'est les maladies qui sont causées par des virus, des bactéries, des parasites qui sont transmis à l'homme par des vecteurs. On appelle souvent ça des zoonoses, et on passe de l'animal à l'homme. Les plus courants au Canada, ici, c'est des maladies qui sont en fait transmises par des tiques et des moustiques. On va en retrouver certains d'ailleurs en Afrique. Il y a deux maladies qui sont très courantes au Canada. C'est le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme. Le virus du Nil occidental qui, elle, est transmise qui lui est transmis par un moustique, alors que la maladie de Lyme est transmise par une tique. C'est vraiment un problème très important. Si vous regardez la carte du Canada, toute la zone sud du Canada commence vraiment à être affectée. Ça commence à remonter d'ailleurs vers les zones nord à cause de la modification justement des paramètres météorologiques. Euh, Quel est le lien donc entre changement climatique et maladie à transmission vectorielle? C'est l'allongement probable de la période de transmission, c'est-à-dire que des conditions de température, d'humidité, de précipitation vont ou favoriser ou défavoriser. Attention, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement que on peut avoir forte température, mais peut-être humidité faible, ou on peut avoir précipitation très faible qui peut détruire des nids, alors que des précipitations moins faibles vont entraîner une stagnation d'eau et donc un développement de sites de reproduction de ces vecteurs-là. Donc, attention, ça va dans les deux sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des paramètres tels que les précipitations, l'humidité et la température vont, selon leur intensité, leur force, etc., vont conduire à un allongement probable de la transmission et une modification de la répartition géographique. Je parlais avec une personne qui a travaillé pendant un certain nombre d'années à Kinshasa, au Congo, en RDC, et qui disait justement que maintenant on découvre des zones de développement de certains vecteurs dans la ville de Kinshasa, etc. On ne sait pas trop si c'est en lien avec l'urbanisation ou si c'est en lien avec justement la modification de ces paramètres météorologiques. Donc, les liens, c'est ce que j'ai dit, hein, température, précipitation, sécheresse, humidité, vous pourrez lire, c'est ces paramètres-là qui vont influer. Mais là, vous avez la liste justement des maladies, des vecteurs et de l'agent pathogène. Et vous voyez que l'Afrique, si je prends par exemple, parce qu'il y a la région, si je prends par exemple la malaria, mais clairement, l'Afrique subsaharienne est carrément concernée, et ça, on sait tous ici que c'est la question de l'anophèle. Il y a aussi la dengue, il y a aussi la maladie à virus Zika, il y a aussi le chikungunya, donc un certain nombre de la fièvre jaune, etc. Un certain nombre de pathologies véhiculées par des vecteurs en période de changement climatique, on peut voir une modification à l'intérieur du pays de l'endroit où se situent ces, ces maladies-là, mais on peut voir aussi une modification donc de leur répartition géographique à l'intérieur du territoire. C'est pour ça que en période de climat changeant, ben, ça peut modifier justement la répartition de ces maladies-là par rapport justement à la modification de la distribution géographique du vecteur. Donc, très important d'en tenir compte. Vous pourrez regarder le tableau, il y a une liste, hein, une longue liste, et on essaie d'identifier les régions qui sont concernées. Donc, vous allez voir celles pour lesquelles l'Afrique est concernée. Et c'est pour vous dire que ça, c'est un problème très, très important. Ici, on forme, actuellement, on met en place des formations pour les médecins et les infirmières sur les liens entre changement climatique et maladies à transmission vectorielle parce que, par exemple, on peut voir des infirmières qui voient arriver des patients à l'hôpital qui ont été victimes d'une piqûre, par exemple, d'une tique, mais elles ne font pas forcément le lien entre la piqûre du tique et les changements climatiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent se dire c'est la maladie de Lyme, c'est la maladie de Lyme, mais est-ce qu'elles font le lien entre la maladie de Lyme et les changements climatiques et tout ce qu'il faut au-delà de la prestation médicale qui sera fournie, tout ce qu'il faut donner comme conseil et sensibilisation aux patients. Ici, quand on dit aux gens il y a des conseils qui sont donnés aux personnes qui font faire des balades en forêt, parce qu'il y a une cartographie en fait des zones
à risque de maladies de Lyme qui a été réalisées par l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, on donne des conseils préventifs, etc. aux gens. Attention, il faut porter des vêtements longs et quand on revient, il faut bien vérifier tout son corps, prendre une douche, etc. Donc, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés. Et est-ce que la personne à l'hôpital, elle fait le lien entre le fait que ces cas se multiplient, parce que c'est des cas qu'on ne voyait pas avant au Québec et qui tout d'un coup sont apparus avec l'augmentation justement des températures, etc. Et est-ce qu'elles font le lien avec ces modifications? Est-ce qu'elles donnent des conseils à ces patients-là au-delà de la prestation médicale? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formations via des simulations qui sont faites pour les médecins et pour les infirmières et infirmiers sur justement les liens entre changement climatique et maladies à transmission vectorielle. Je passe un peu pour les autres enjeux. Je vais passer à la question de la santé mentale. Alors, la santé mentale, comme je vous le disais, c'est un champ de recherche qui a été très peu creusé au niveau de la recherche. Euh, mais les principaux effets des changements climatiques en lien avec la santé mentale, c'est toutes les questions de stress post-traumatique, par exemple, suite à des événements qu'on a vécus, de dépression, d'anxiété, etc., etc. Je ne veux pas tous les citer ici, vous pourrez les lire. C'est les questions de migration forcée, hein, quand des populations sont obligées de se déplacer pour des questions, par exemple, de sécheresse, de ressources en eau, de problèmes liés à l'agriculture, etc. Les migrations forcées, c'est ça. Les conflits, quand il y a des conflits qui opposent différentes populations par rapport à l'accès à une ressource, hein, etc. Et ça, c'est très, très important. Et malheureusement, malheureusement, c'est en train d'être corrigé. Il y a eu très peu de recherches encore qui a été réalisée sur le sujet, mais de plus en plus, ça commence à se faire. On a beaucoup mis l'accent sur la santé physique, alors que la santé mentale est un enjeu très important. Il y a un autre aussi enjeu qui émerge actuellement, c'est la question de l'éco-anxiété. Alors, il y a des enquêtes qui ont été réalisées. Là, c'est une enquête qui a été réalisée dans un certain nombre de pays, je crois 10 pays, hein, notamment des pays européens et quelques pays en Amérique du Nord, sur comment les jeunes de 16 à 25 ans se situent par rapport à ces menaces environnementales. Et on regarde ici qu'il y a quand même 27% qui sont vraiment très inquiets pour l'avenir, hein. Il y a 25 qui sont, on va dire, inquiets modérément, et il n'y a que 5% qui sont très peu inquiets. Donc 32% qui sont très inquiets, 27 qui sont extrêmement inquiets. Donc on voit quand même qu'il y a plus de 50% qui sont quand même très inquiets par rapport à la question. Et comment les changements climatiques, comment ils se sentent par rapport au changement climatique, on voit qu'il y a beaucoup qui sont tristes, hein, par rapport à cette question-là. Il y a beaucoup qui sont effrayés, il y a beaucoup qui sont anxieux. Donc, c'est-à-dire que les jeunes de nos jours commencent à être victimes de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et ça, c'est très, très important parce que s'ils développent cette éco-anxiété et s'ils ne voient pas une perspective, ben, ça peut avoir un impact sur leur santé mentale, mais aussi avoir un impact sur, à la longue, leur santé physique et même pour les générations futures. C'est pour ça que le travail ne se fait plus seulement au niveau des professionnels ou au niveau des gens qui sont à l'université, des étudiants, mais ça se fait aussi dans les niveaux plus bas, c'est-à-dire ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée, et voire même maintenant, on commence un peu à sensibiliser ceux qui sont enfants d'école primaire à travers des dessins, des jeux, etc., à les sensibiliser sur la protection de l'environnement et la protection de la planète. Donc ça, c'est très important pour éviter justement, pour que quand ils seront plus âgés, ben, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, d'une part. D'autre part, qu'ils puissent pas développer cette question d'anxiété climatique ou d'éco-anxiété. Maintenant, je passe dans un autre volet de ma présentation qui n'est plus les effets des changements climatiques sur la santé, mais qui est la carboneutralité, c'est-à-dire la décarbonation du système de santé. Comme je vous l'ai dit, le système de santé émet des gaz à effet de serre. Le système de santé, comme d'autres secteurs, les transports, l'industrie, le bâtiment, le système de santé émet des gaz à effet de serre et le système de santé émet environ 5% des gaz à effet de serre en moyenne au niveau global. Donc, si le système de santé était un pays, le système de santé serait le cinquième émetteur mondial de gaz à effet de serre. C'est vraiment pas négligeable. Et c'est pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la réduction, dans tout ce qui est atténuation des changements climatiques. Et j'ai un collègue de l'Université de Lausanne qui a eu cette expression-là que je trouve intéressante, même si elle peut paraître alarmante, c'est que l'impact environnemental des services de santé tue autant que les erreurs médicales. Et le fait que le service de santé, le système de santé émet des gaz à effet de serre, ben, ça a autant de conséquences que les erreurs médicales, donc au niveau de la pratique médicale. Et donc ça, c'est très, très important de le retenir. C'est pour ça que dans beaucoup de pays maintenant, on essaie de faire
avancé cette idée de faire en sorte que la santé, le secteur de la santé contribue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans un souci de protection de la planète. Et d'ailleurs, ici au Canada, très récemment, tous les doyens des facultés de médecine des universités canadiennes ont signé une déclaration en faveur de la santé planétaire. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tout étudiant qui finira son parcours, son cursus de médecine, ben, il est suivi au moins une formation en santé planétaire. Et en France, ça a été la même chose. Et eux, ils ont d'ailleurs élaboré cette formation-là, sauf erreur de ma part, sous forme de capsule vidéo d'une durée de, je crois, 6 heures et qui est donnée en premier cycle d'études médicales pour tous les étudiants de médecine qui suivent la formation médicale et qui doivent suivre ces capsules-là pour être sensibilisés très tôt à ces enjeux de carboneutralité. Alors, de quelle façon un hôpital pollue autant? Il pollue à travers l'énergie utilisée pour le chauffage, la climatisation, l'éclairage et l'eau. Il pollue à travers le rejet de gaz anesthésiques. Alors ici, il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui travaille sur les gaz anesthésiques et leur rejet d'émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il y a des gaz anesthésiques qui sont utilisés ici. Leur capacité de rejet d'émissions de gaz à effet de serre est juste considérable. Donc, on ne va pas empêcher, évidemment, de soigner un malade qui est sur un bloc opératoire, on s'entend très bien. Mais si on peut trouver d'autres solutions moins émettrices de gaz à effet de serre et qui pourraient avoir le même résultat en termes de santé sans mettre en danger la vie du patient, ben, il faudrait y penser. Donc, il y a toute la question de la production, je dirais de l'alimentation à l'hôpital. Hein. Une alimentation saine et durable, c'est très important. Il y a toute la question de l'achat de médicaments et de matériel qui émet aussi des gaz à effet de serre, le parc automobile, les transports, les déplacements des employés, y compris d'ailleurs des patients, etc. Tout ça, ça contribue à polluer et à émettre des gaz à effet de serre. Donc maintenant, vous allez voir d'ailleurs dans les hôpitaux, il y a des comités verts où il y a ce qu'on appelle des structures durabilité et santé qui ont été mises en place. Maintenant, il y a dans différents hôpitaux au niveau européen et au niveau nord-américain et même australien, il y a, et vous me direz si c'est le cas en Afrique, il y a des services, il y a un responsable durabilité et santé. Le premier système de santé mondial qui est qui est cité en référence en termes de carboneutralité du système de santé, c'est le système du Royaume-Uni, le NHS. Lui, il est vraiment cité en exemple, c'est celui qui a été le premier à travailler sur cette question de réduction des émissions de gaz à effet de serre du système de santé. Si vous prenez ici les premiers soins, comme on appelle le primary care, vous allez voir ici que euh, toute la charge, disons, au niveau écologique de différents secteurs tels que l'énergie, les gaz anesthésiants qui sont estimés ici pour le NHS, etc. Donc, c'est en kilotonnes. Hein. L'unité, c'est des kilotonnes, donc c'est quand même très élevé. C'est pour l'ensemble du NHS. Donc, l'eau, les déchets, les déplacements, etc. Vous pourrez lire les produits pharmaceutiques. Donc, dans différents secteurs au niveau du système de santé, ben, on a du travail à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez justement le schéma que j'avais utilisé tout à l'heure pour les inondations. Vous voyez ici les sources d'émissions de gaz à effet de serre que j'ai lues tout à l'heure, les stratégies d'intervention. Il faut d'abord miser sur la prévention et la promotion de la santé. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent contribuer à améliorer leur propre santé, ce qui les évitera d'aller à l'hôpital, donc ce qui contribuera à réduire les soins. Ensuite, il faut choisir des soins appropriés, hein, moins émettrices de gaz à effet de serre. Il faut intégrer les aspects de développement durable ou d'éco-responsabilité dans le milieu clinique, des prescriptions qui sont faibles en carbone, des infrastructures vertes. Maintenant, on construit des hôpitaux avec des énergies renouvelables, on construit des hôpitaux à proximité de zones de transport public, on construit des hôpitaux dans des endroits où il y a de la verdure, etc. Les transports décarbonisés, on peut utiliser des véhicules électriques, etc. La diminution des déchets. Moi, je pose souvent la question aux infirmiers. Aux infirmiers me disent oui, oui, dès qu'on prend un plateau et qu'on rentre dans la maison, dans la chambre d'un patient, même si le patient ne consomme pas si le patient ne consomme pas le repas, ben, on ne peut plus l'utiliser, on est obligé de le jeter. On a dit pour des questions d'asepsie, vous connaissez mieux ces trucs-là pour éviter de prendre de contamination, etc. Mais en tout cas, il faut diminuer les déchets, l'utilisation des gants, etc. La réduction de la consommation d'électricité. Je vais vous montrer tout à l'heure une étude qui va vous intéresser sûrement. Donc, on en retire des bénéfices à la fois en termes de santé, mais aussi des bénéfices en termes d'environnement. Donc, je me dépêche pour vous laisser le temps de poser des questions. Hein. Ici, il y a une étude qui a été réalisée en Suisse auprès d'un cabinet moyen de médecins généralistes. Le cabinet était composé de 2 médecins et de 2 assistantes médicales.
avec une surface d'à peu près 207 mètres carrés, hein, la surface du cabinet. Si vous regardez ici, alors ils ont essayé d'estimer les gains en réduction d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on agit sur certains paramètres. Par exemple, si vous diminuez la température de chauffage du local, donc du cabinet médical de 1 degré, vous avez un gain de 841 kg par année de CO2 équivalent. Si vous coupez l'eau chaude lorsque ce n'est pas utilisé, vous avez 601. Si vous éteignez l'appareil de radiographie, vous vous retrouvez avec un gain de carbone de 24, 24 kg par année si vous éteignez l'appareil de radiographie lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour la sous-traitance, arrêtez de faire venir le coursier du laboratoire en urgence. Vous gagnez 1094 kg par année. Effectuez les analyses urgentes directement au cabinet, c'est-à-dire au lieu de les amener ailleurs, 119. Limitez à un jour, un passage par jour, la fréquence de collecte des échantillons pour le laboratoire, 147 kg, gamme de CO2. Inciter 80% des soignants à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet médical, donc ne pas utiliser sa voiture pour aller travailler, vous avez 2000, presque 3000 kg par année. Inciter 10% des patients, bon, c'est possible, à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet médical, vous gagnez 1284 kg par année. Donc, vous savez, vous évitez des émissions de CO2 de l'ordre de 1284 par année. Le matériel, ne pas utiliser du papier de lit plastifié, 14 kg de CO2 en termes de gain de carbone. Doubler la durée de vie des ordinateurs, c'est-à-dire de 4 à 8 ans, au lieu de changer des ordinateurs à l'intérieur du cabinet médical tous les 4 ans, changer par exemple 8 ans, 332. Favoriser du matériel de soins qui minimise les emballages, donc il y a le minimum d'emballage, parce qu'on sait tout ce que ça produit comme déchets après les emballages et donc les conséquences environnementales, 231. Vous utilisez des pansements sans coton, 1360. Donc voilà. Pour vous dire qu'on peut, à travers différentes actions, mais contribuer justement à réduire les émissions de CO2. Là, c'est un autre exemple, l'impact d'un trajet de 5 km sur le climat. Supposons que pour faire 5 km à Cotonou, ben, dans la ville de Cotonou, pour faire 5 km, vous allez en voiture. Je disais en voiture, ben, vous allez avoir une émission de l'ordre de émission de CO2 de l'ordre de 1029 kg par personne. Pour une personne, donc, ça sera à peu près 1000 kg, on va dire, 1000 kg d'émission de CO2. Si vous allez en bus, dépendant aussi du type d'énergie que va utiliser le bus, hein. Si vous allez en bus, vous serez à 0,45. Donc, c'est déjà bien moins que les 1000 kg en voiture. Si vous allez à vélo, zéro. Si vous allez à pied, zéro. La même chose pour la pollution atmosphérique. Si vous allez à pied, zéro. Si vous allez en bus, 0,0081, voilà, ça c'est dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend du type de carburant. Et si vous allez euh, par personne, ben, disons en voiture, vous avez autour de 0,0124 grammes par personne. Donc, si vous regardez les émissions de CO2, vous êtes énormément gagnant en allant à vélo ou en allant à pied du moment où c'est faisable pour un trajet de 5 km. Ce n'est pas non plus qu'elle vous demandez beaucoup que de le faire le 5 km à vélo. Peut-être qu'à pied, c'est vrai que 5 km, ça fait loin, mais à vélo, c'est quand même faisable. Ensuite, cette proposition pour aller dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein des systèmes de santé, c'est de renforcer l'engagement citoyen, communautaire et institutionnel pour accélérer la transition socio-écologique de la société. Donc ça, c'est de manière générale. Répéter le concept et de la définition de la santé comme étant lié aux déterminants environnementaux. C'est très important de sortir de cette approche biomédicale de la santé qui caractérise souvent certains professionnels de la santé pour s'ouvrir vers une approche socio-environnementale, passer vraiment de la pathogénèse à la salutogénèse, c'est-à-dire de l'accent qui est mis sur la maladie pour plus mettre l'accent sur la promotion de la santé, débiomédicaliser et resocialiser la santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, adapter les pratiques de soins de santé, donc développer un nouveau paradigme pour la médecine et les soins durables. Il faut penser durabilité quand on pense santé, c'est ce que ça veut dire. Et je vous ai donné des exemples. Promouvoir d'autres pratiques de soins et intégrer des questions environnementales dans la pratique médicale. C'est pour ça qu'on essaie de former maintenant les médecins et les infirmières dès le début de leur cursus sur ces enjeux environnementaux afin qu'ils intègrent ça. Engager les institutions de soins dans une démarche de durabilité forte. Comme je vous ai dit, il y a certains maintenant hôpitaux et structures de santé qui font ce qu'on appelle leur empreinte écologique ou leur bilan carbone chaque année pour voir justement sur quel secteur il faut agir. Parce que peut-être que ça peut être coûteux quand on le fait, mais en termes économiques, il y a des retours sur investissement qui sont très importants.
action transversale, former et sensibiliser les professionnels de santé aux enjeux de durabilité environnementale. Maintenant, dernier volet de ma présentation, c'est que vous allez prendre des actions pour lutter contre les changements climatiques, mais est-ce que vous savez que ces actions contribuent à promouvoir la santé? Prenons, c'est ce qu'on appelle l'éco-bénéfice. Alors, c'est un concept qui a été évoqué dans les années 1990 et qui a cheminé à travers différents travaux de recherche, notamment publiés dans le journal Lancet, qui est un journal britannique qui est très connu dans le domaine médical. Euh, En fait, c'est l'éco-bénéfice et les gains pour la santé qui sont obtenus grâce à des stratégies qui concernent principalement le changement climatique et l'atténuation du changement climatique, grâce notamment à des politiques qui sont élaborées dans les autres secteurs. Donc, on a des bénéfices pour la santé humaine qui résultent de mesures visant à réduire les dégradations de l'environnement et vice-versa. C'est-à-dire des mesures que vous allez prendre dans l'environnement, ça va aider à améliorer la santé, ou les mesures que vous allez prendre au niveau sanitaire, ça va aider à améliorer l'environnement. Donc, c'est des stratégies gagnant-gagnant. Donc, je vais passer sur ce schéma. On va prendre trois exemples ici, hein. L'alimentation, la mobilité et la nature. L'alimentation. Vous voyez qu'ici, en encourageant une assiette saine et durable, c'est-à-dire en réduisant la consommation de viande rouge. Et vous savez quels sont les effets de la consommation de viande rouge sur le risque de pathologie chronique. Là, je ne vous apprends rien. Donc, en encourageant, par exemple, la consommation de fruits et de légumes et en réduisant la consommation de viande rouge, ben, vous avez comme co-bénéfice la préservation de la biodiversité, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'eutrophisation, donc problème au niveau de tout ce qui est phosphore et azote dans les lacs, réduction de la pollution, et de plastique, de la production de plastique, je dirais, et co-bénéfice en termes de santé, donc d'une assiette saine et durable, hein, assiette alimentaire saine et durable, c'est la réduction de l'apport calorifique, moins d'acides gras, plus d'acides gras insaturés, moins de sodium, plus de fibres. Et ici, vous avez en termes de morbidité, ben, la réduction des impacts du dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité, et en termes de santé, la réduction de l'obésité, du diabète de type 2, de l'hypertension, etc. En fait, une bonne liste de maladies chroniques qui sont en fait des maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation et elles-mêmes à un impact sur l'environnement. Là, ces deux villes qui ont été disons, c'est Londres au Royaume-Uni qui a été comparé avec Sao Paulo au Brésil. Et vous voyez que c'est une modélisation qui a été réalisée pour une réduction en fait de 30% de l'apport en graisse saturée au niveau de l'alimentation en cholestérol d'origine animale. Donc, avec une mesure comme ça, vous voyez qu'en termes de mortalité prématurée, si vous regardez ici, vous avez des gains qui sont quand même non négligeables, aussi bien dans Sao Paulo que au niveau disons, au niveau de Sao Paulo et au niveau du UK. Vous avez effectivement une diminution, comme on le voit ici, de 17% pour le UK et le Sao Paulo. Et puis pour tout ce qui concerne le DALI, c'est-à-dire l'indicateur de vie en bonne santé perdue, vous avez une réduction des DALI de 15% au UK et de 16% à Sao Paulo lorsque vous modifiez le régime alimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est graisse saturée et cholestérol, ben, c'est réduit de 30%. Ben, vous avez des gains qui sont très importants en termes de santé. Ben, vous pourrez le lire, hein, c'est ce qui est dit là. Il est possible de réduire d'environ 40% les émissions de gaz à effet de serre par des modifications réalistes des régimes alimentaires afin qu'ils contiennent moins de produits d'origine animale et d'aliments transformés et plus de fruits et de légumes et de céréales. Je pense que là, je ne vous apprends rien, vous avez tout ça. Si vous regardez ici, j'espère qu'il y a certains il n'y a pas beaucoup qui consomment du café noir. Parce que quand on regarde ici le café noir, vous avez en termes de charge écologique, d'unité de charge écologique, c'est-à-dire l'impact de la consommation de café noir sur l'environnement, vous avez 575, donc c'est très élevé par rapport, par exemple, à la consommation de thé noir ou par exemple la consommation d'eau du réseau. Donc, ceux qui consomment l'eau en bouteille, ben, vous avez beaucoup plus d'impact environnemental que ceux qui consomment l'eau du réseau. Pour les légumes et les fruits, les transports en avion, ben, ça a beaucoup plus d'impact environnementalement que, par exemple, les légumes en plein air. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut favoriser l'agriculture de proximité, les circuits courts, etc. Pour la viande, c'est la même chose. La viande rouge, viande de bœuf, 5900. Énorme, 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 énorme. Donc, vous allez lire hein, euh, les impacts écologiques de certains produits qui sont d'ailleurs pas si bons pour ça, pas si bons pour la santé et qui sont finalement pas du tout bons pour l'environnement.
Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas manger de viande rouge. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut limiter la consommation et privilégier la consommation de fruits et de légumes. S'il y a des fumeurs parmi vous, j'espère que non. euh, si vous regardez ici, impact écologique une cigarette fumée par une personne, par jour, l'impact écologique, c'est 14 grammes d'émissions de CO2. Un fumeur, un paquet par jour, pendant 50 ans, c'est 5 tonnes de CO2. Hein. Un fumeur, un paquet par jour pendant 50 ans, c'est 5 tonnes de CO2. Quand vous savez, et là je ne vous apprends rien, les impacts du tabac sur la santé, vous voyez que ce n'est pas seulement sur la santé, mais il y a un impact environnemental qui est non négligeable. 1 million de fumeurs, un paquet par jour pendant 50 ans, c'est 5 millions de tonnes de CO2. Voilà. Donc, pour vous dire que si vous arrêtez de fumer, s'il y a quelqu'un qui fume parmi vous, ben, vous contribuez à la fois à préserver votre santé, mais aussi à lutter contre les changements climatiques, ce que certains n'y pensent pas forcément. C'est des conseils aussi que vous pouvez donner à des patients fumeurs. Là, c'est la question des transports. Ben, en encourageant les déplacements à pied, à vélo quand c'est possible, ben, vous réduisez les impacts du dérèglement climatique, vous réduisez la pollution atmosphérique, il y a plus d'espace pour la biodiversité et vous réduisez les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension, etc., maladies respiratoires. Donc, vous favorisez votre santé, vous favorisez l'environnement. Et là, vous allez dire, hein, ces différents modes de transport avec leurs avantages en termes environnementaux ou pas, vous lirez. Là, c'est deux comparaisons de Londres et de Delhi. Hein. Comme vous le voyez, c'est assez intéressant parce que ça permet de comparer différentes stratégies de transport. La stratégie qui vise à mettre en place des véhicules électriques, la stratégie qui vise à augmenter les déplacements actifs, la stratégie qui vise à combiner différents transports durables, c'est-à-dire par exemple le bus, les véhicules électriques, l'activité, les déplacements actifs. Donc, vous voyez que au niveau de l'activité physique qui est bonne pour la santé, ben, les véhicules électriques, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, même si vous mettez des véhicules électriques, certes, au niveau CO2, OK, on va réduire, mais au niveau santé, vous ne gagnez rien. Parce que de toute façon, vous restez à conduire. Par contre, si on encourage les déplacements actifs, vous voyez qu'en termes de réduction du DALI, ben, vous avez une réduction qui est tout à fait considérable. Et si vous faites une combinaison justement de plusieurs stratégies, y compris les déplacements actifs, vous avez aussi une réduction qui est très intéressante. Donc, c'est très important de réfléchir à ça et même en termes de mortalité prématurée, quand vous regardez les décès prématurés, vous voyez que les stratégies de déplacement actif ben, permettent une réduction des DALI qui est très, très importante par rapport aux véhicules électriques seulement, donc mortalité liée aux mauvaises conditions atmosphériques et en lien avec les changements climatiques. Et vous voyez que celles qui combinent les transports durables le sont aussi importantes, et ça pour les deux villes. La nature. Alors, la nature, c'est l'autre volet qui est aussi très intéressant. Ça vous permet en fait à la fois d'améliorer la santé physique lorsque vous favorisez le verdissement. Alors en Afrique, on appelle beaucoup ça le reboisement, etc. Ici, ils appellent ça le verdissement. Hein. Vous favorisez le verdissement, la création d'espaces verts, etc. Ça a un impact sur la santé physique parce que ça incite les gens à se déplacer, à faire peut-être de l'activité physique et la santé mentale parce que et ça permet des rencontres, ça permet aux gens de déstresser, ça permet aux gens d'échanger, etc. Donc, c'est le même schéma, hein. Ça réduit la perte de la biodiversité, donc on lutte contre la perte de la biodiversité, et en même temps, on réduit le risque d'obésité, le diabète de type 2, ben, toutes les maladies chroniques que j'ai évoquées précédemment. Une étude intéressante, et après, je pense que ça va me permettre de m'arrêter pour prendre les questions, c'est une étude qui a été réalisée en Suisse sur des médecins généralistes. Un certain nombre de médecins généralistes. L'étude est là en dessous si vous voulez aller la consulter. Elle est référencée en dessous. C'est une étude très récente. Donc, on a essayé d'interroger les médecins généralistes pour savoir ici, par exemple, quelle était leur connaissance des concepts environnementaux. Alors, on voit qu'ici, ils ont une connaissance basique à 52% des enjeux du changement climatique. Donc, médecins généralistes. Hein. Et 42, quand même, c'est bien. Hein. 42, on dit qu'ils avaient une bonne connaissance des changements climatiques. Maintenant, si on regarde les limites planétaires, et je vais vous les présenter, il y a très peu qui ont une bonne connaissance des limites planétaires, moyennement 35, mais il y a quand même une forte proportion, presque la moitié, qui n'a pas de connaissance des limites planétaires. Et la santé planétaire, alors ce qu'on enseigne maintenant dans les facultés de médecine, il y a quand même plus de la moitié, presque deux tiers, hein, on est presque à 60%, qui n'ont pas de connaissance de la santé planétaire. Parce que la santé planétaire, c'est pas que les changements climatiques. Et la question des co-bénéfices que je vous ai présenté tout à l'heure, environnement, santé, il y a quand même une forte
proportion qui n'ont pas connaissance des co-bénéfices. Et pourtant, lorsque vous recevez des patients à l'hôpital, c'est très important justement de leur expliquer, surtout s'ils ont été victimes de catastrophes en lien avec les changements climatiques, c'est de leur expliquer les bénéfices à la fois de protéger le climat et de promouvoir la santé. Toujours cette même étude, hein, on a interrogé les médecins sur leur opinion à adapter leurs pratiques cliniques aux impacts des changements climatiques sur la santé et de fournir des informations à leurs patients sur ces questions-là. Donc, alors, voyez la première réponse. Est-ce que la pratique clinique devrait être adaptée aux impacts sur la santé des changements climatiques? Alors, il y a quand même, entre tout à fait d'accord et d'accord, il y a quand même presque 70%. Ça, c'est très bien, qui sont d'accord et fortement d'accord. Maintenant, est-ce que les médecins généralistes ont un rôle à fournir des informations aux patients sur les changements climatiques et ses liens sur la santé? Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez un rôle à jouer sur la transmission des informations des changements climatiques en lien avec la santé à vos patients? Donc, on voit ici aussi qu'on a plus de 70% qui ont répondu en d'accord et fortement d'accord. Ça, c'est très bien. Ensuite, est-ce que vous vous sentez, on leur a posé la question, est-ce que vous vous sentez à l'aise de conseiller vos patients sur les effets des changements climatiques sur la santé? Et là, on voit que on a quand même presque 40% qui disent qu'ils sont à l'aise, mais on voit quand même qu'il y a une proportion très importante qui disent aussi qu'ils ne sont pas à l'aise, d'ailleurs qui est plus importante que la proportion de personnes qui disent à l'aise. Presque 60% qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de devoir conseiller leurs patients sur les liens entre les changements climatiques et la santé. Donc là, il y a une autre figure qui montre est-ce qu'ils sont prêts à conseiller leurs patients par rapport à différents enjeux. Alors, pour la planification familiale, là, ils sont pas très à l'aise visiblement, mais tout ce qui concerne les choix alimentaires, les modes de déplacement, les choix énergétiques, ils sont prêts à le faire. Et enfin, les limites planétaires. Donc, ça, c'était en 2009. Les limites planétaires, c'est des limites qui ont été définies par des chercheurs au niveau international. Donc, il y en a 9, hein, les changements climatiques, l'utilisation des sols, la consommation d'eau douce, les cycles biogéochimiques, l'acidification des océans, les aérosols dans l'atmosphère, la destruction de la couche d'ozone et les nouvelles entités, c'est les produits chimiques. Donc là, c'était en 2009 que cette limite planétaire, les 9 limites planétaires ont été définies et proposées ici. Et vous voyez en 2023, donc, plus on va vers le violet, là, c'est-à-dire plus c'est mauvais. Donc, on voit qu'entre 2009 et 2023, et ça, c'est facile à voir à travers le schéma, on n'est pas allé dans la bonne direction. Au contraire, on est allé dans une augmentation de l'atteinte des limites planétaires, donc des dégradations environnementales qui vont avoir un impact très important sur notre santé. Donc, on n'est pas en train vraiment de prendre la bonne direction. Et je termine par là pour vous laisser la place aux questions. Donc, un certain nombre d'ouvrages hein, qui vont sûrement vous intéresser. Si vous êtes intéressé par toute la carboneutralité, la durabilité du système de santé, je vous réfère à cet ouvrage-là. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne les changements climatiques et la santé, il y a celui-là qui vient de paraître en 2024 et celui-là qui est paru en 2019, qui est d'ailleurs en français, celui-là. Celui-là, c'est les aléas climatiques, les aléas affectés par les changements climatiques. C'est là où on parle des différents événements météorologiques extrêmes et de leurs impacts. Là, c'est un nouvel ouvrage qui est accessible en ligne, qui est paru en 2023 sur la santé et l'environnement, qui a été réalisé par un certain nombre de médecins. C'est très intéressant aussi. Et puis, il y a celui pour les professionnels de la santé sur les changements climatiques. Et il y a un argument pour inciter les différents acteurs à prendre en compte la santé dans l'action climatique. C'est un argument qui a été produit par l'OMS dans le cadre d'une COP. Voilà, j'arrête là. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que j'ai laissé quand même du temps à la discussion. Donc, je reste disponible s'il y a des questions. Merci beaucoup, docteur Diallo. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, je vous entends. Merci beaucoup à vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. On va laisser la parole à tous ceux qui sont là. Si vous avez des questions, des préoccupations, il suffit de lever la main. Je crois qu'il y avait le professeur Longo qui avait une question. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. En général, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est ou les gens sont fatigués, ou ils ont tout compris, ou finalement, ça ne les a pas intéressés. Ah si, il y a M. Yedenou. Merci, professeur. Votre présentation était vraiment riche et très intéressante. Merci. J'ai deux, deux questions ou apports, je vais dire, des commentaires. Le premier, c'est déjà, vous avez parlé des impacts
Vous avez démontré le large éventail d'effets que le changement climatique pourrait apporter sur la santé. Ma question, ce serait votre commentaire sur quand on ajoute l'urbanisation au tableau. Je vais parler déjà de la pollution atmosphérique, sonore, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau potable et des déchets. Merci. La deuxième, ce serait par rapport aux actions à mener euh, dans le cadre de la réduction de l'impact du système de santé sur le climat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a toujours un défi qui reste en matière de financement ou quand je parle de la justice ou l'injustice climatique? Parce que déjà, dans les pays en voie de développement, le système de santé n'est pas assez, on manque de financement déjà pour permettre à la population d'accéder aux soins de base. Et là, on nous demande de financer encore la transition écologique, des choses comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. C'est deux questions très intéressantes. La première, clairement qu'il faut faire contribuer l'aménagement du territoire et l'urbanisation, clairement, parce que l'étalement des villes, ben, ça a un gros impact. La manière dont on construit, on aménage nos villes, ben, ça a un gros impact sur notre environnement, donc ça a un gros impact sur notre santé. En aménageant des villes qu'on va appeler des milieux de vie durables, on va contribuer à promouvoir la santé et donc finalement à lutter contre, merci beaucoup, Monsieur Amadoudia, à lutter contre plusieurs enjeux de santé qui sont en lien avec l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de santé ici que j'ai énumérés qui sont en lien clairement avec l'environnement et l'aménagement du territoire. Donc, les acteurs de l'aménagement du territoire doivent se saisir aussi de cette thématique-là en partenariat avec la santé et comprendre qu'on ne peut plus réfléchir par secteur. On doit réfléchir de manière globale et multi- ou plurisectorielle, ou interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Donc, c'est très important d'intégrer l'aménagement du territoire dans cette perspective-là. Et d'ailleurs, ce qu'on fait et que je n'ai pas mentionné ici parce que ce n'était pas l'objectif de ma présentation, c'est que on a maintenant, il y a un outil qui existe depuis un certain nombre d'années, une trentaine d'années, qui s'appelle l'évaluation de l'impact sur la santé et qui permet justement de analyser les effets potentiels que des politiques ou des programmes ou des projets pris dans les secteurs non sanitaires, c'est-à-dire par exemple pris dans le domaine de l'aménagement du territoire, pris dans le domaine des transports, pris dans le domaine de l'éducation, pris dans le domaine de l'économie et des finances, les impacts que ces politiques-là ou ces décisions-là vont avoir sur la santé avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Donc, c'est vraiment des analyses prospectives, ce qui permettrait d'intégrer en amont de ces politiques-là des enjeux de santé. Et c'est ce que l'OMS a appelé la santé dans toutes les politiques. Et donc, c'est très, très important donc, que les autres secteurs vraiment s'impliquent et qu'on essaie d'aller tous dans la même direction parce que finalement, moi, j'ai parlé de santé, mais quand vous regardez les enjeux, c'est beaucoup lié à la qualité de vie et c'est beaucoup lié au bien-être. Ça, c'est pour la première question. Et donc, en agissant sur l'aménagement du territoire, on apportera une grande contribution à la préservation de l'environnement et à la protection, à la promotion de la santé. Ça, c'est ma première réponse. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. La deuxième réponse, oui. Alors, la carboneutralité, sachez qu'il y a beaucoup de pays, même en développement, où c'est pas développé, où ce n'est pas encore le cas. Parce que si je prends, ou région du monde, si je prends le Québec, il y a une pétition qui a circulé l'année dernière ou en 2022 au niveau du Parlement québécois pour inciter le système de santé du Québec à se verdir ou à aller dans le sens d'une transition durable. Et même une lettre a été adressée au ministère de la Santé par un certain nombre de médecins qui sont regroupés au sein de ce qu'on appelle l'Association québécoise des médecins en faveur de l'environnement, donc pour inciter une transition écologique du système de santé. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui démarre seulement maintenant et moi, je comprends les pays africains s'ils veulent dire qu'il faut mettre l'accent peut-être compte tenu des ressources sur les soins déjà avant de basculer vers un système de santé durable. Mais on peut faire les deux parce que le fait de basculer vers un système de santé durable, ça ne veut pas dire péjorer les soins. On peut tout à fait, l'enveloppe qui est investie vers les soins peut tout à fait être investie vers des soins verts, vers des soins qui tiennent compte de l'environnement. Donc, réfléchir déjà à travers cette stratégie-là à faire en sorte que les nouveaux soins ou les nouvelles infrastructures médicales qu'on va mettre en place, ben, qu'elles intègrent déjà cette dimension de durabilité. Donc ça, on peut le faire en amont et on peut utiliser les ressources qu'on avait allouées pour faire, pour agir sur les soins, les orienter vers des soins durables. Et l'Afrique serait tout à fait gagnante dans ça, je trouve, et à pas aller dans les erreurs que les autres pays ont commises et pour devoir après recorriger. Donc, si on peut justement maintenant directement corriger le tir,
C'est très important. Mais je comprends il y a un enjeu financier. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les pays africains, c'est pour aussi les pays du Nord. Il y a un enjeu africain en financier par rapport à ces enjeux, à cette question-là. Mais il faut réussir à pouvoir montrer la valeur ajoutée d'aller vers des soins durables en montrant que ça ne va enlever en rien la qualité des soins. Au contraire, à contrario, ça va d'ailleurs permettre de promouvoir la santé, donc de réduire les coûts du système de santé, même si ça ne va pas se voir tout de suite lors de la mise en place, mais à long terme, on verra que ça aura contribué à réduire les coûts du système de santé. Et finalement, le système de santé serait gagnant en allant dans ces stratégies-là. Donc, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas essayer de se dire, ah ben, il faut déjà qu'on soigne, mais on n'a pas le temps. Il faut se dire, on soigne, mais on soigne de manière durable. Et on incite justement aux gens à ne pas venir se faire soigner, dans le sens qu'on essaie de mettre en place des actions de sensibilisation et d'information pour encourager les gens aussi à prendre en charge leur santé, à adopter des activités, des habitudes qu'on appelle les saines habitudes de vie, ce qui va contribuer à promouvoir leur santé et donc de réduire leur risque de développement de certaines pathologies, parce que vous conviendrez avec moi, M. Yedénou, que les coûts, c'est pas seulement c'est-à-dire les coûts des maladies non transmissibles ou des maladies chroniques sur le système de santé, c'est très important, parce que c'est des maladies de longue durée, donc ça impacte vraiment le système de santé. Et donc, si on veut réduire ces coûts-là, il faut, et ça revient à votre première question, pour encourager des saines habitudes de vie, et là, l'aménagement du territoire a un rôle à jouer, mais il faut aussi aller vers des soins, je dirais, des soins durables. Donc, c'est sûr qu'il y a des priorités à faire, il y a des enjeux économiques, et c'est aux acteurs de la santé aussi de montrer la valeur ajoutée qu'on peut apporter en allant vers des soins durables, vers une transition écologique du système de santé, parce que en contribuant au changement climatique, on produit des malades. Donc, ces malades se retrouvent à l'hôpital. Donc après, on a effectivement à les traiter et tout, alors qu'en agissant de manière préventive, on contribue à réduire le risque de passage de certaines personnes à l'hôpital, ce qui contribue finalement de manière globale à quand même réduire les coûts du système de santé. Merci en tout cas pour votre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont intéressées, dans ma présentation, il y aura mon adresse courriel, mon adresse email. Vous pourrez toujours me contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Oui, Monsieur Abel, ou Docteur Abel. Ok, merci, cher professeur. Vraiment, je suis vraiment j'ai trouvé la présentation très intéressante. Merci beaucoup. Euh, voilà, de prime abord, je voulais d'abord dire que euh, j'ai fini le cursus universitaire en médecine, mais le contexte de lien entre les changements climatiques, la santé, ou soit le concept de One Health, c'est-à-dire une seule santé, c'est des contextes que c'est quand je me suis versé dans la lecture que je suis tombé sur ces choses et j'ai dit, mais attends, il y a des choses comme ça qui sont là et quelquefois on passe tout le temps à finir le cursus universitaire, mais personne nous en parle. Donc, Oui. franchement, moi, je voulais dire qu'il y a un gros problème s'il y a un problème de prise de conscience, parce que beaucoup de gens ignorent même que la santé environnementale, animale, humaine, tout ça ne sont pas liés au fait. Moi, mon souci est que, est-ce qu'il n'est pas temps déjà d'intégrer vraiment ces formations lors des cursus même à l'université, partout pour éveiller des consciences? Et qu'est-ce que l'OMS fait pour ça? On peut même faire des cours en ligne ou soit attribuer des bourses pour aider les gens à se former dans ce domaine pour vraiment aider, quoi. Bon, là, c'est vraiment des soucis comme ça. Je voulais partager. Merci. Merci beaucoup. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, ici, c'est récent. Quand je vous ai dit que c'est maintenant que les facultés de médecine du Canada, les doyens, ont signé une déclaration en faveur de la santé planétaire. Moi, quand je suis arrivé à l'Université Laval, je suis arrivé à l'Université Laval en 2021. Donc, vous voyez, ça fait 3 ans. Et c'est devant moi que le premier micro-programme en santé durable et changement climatique, donc ouvert aux étudiants en médecine, ouvert aux étudiants en sciences infirmières, ouvert aux étudiants en pharmacie, a été créé. Il a été créé en 2022. Donc, il y a même pas 2 ans pratiquement qu'il existe. Donc, c'est très nouveau. Et je sais que moi, j'ai commencé à aller dans les cours en sciences infirmières en premier cycle en 2021-2022 pour justement essayer de les sensibiliser. Donc, même ici, c'est quelque chose de très novateur. Et en Suisse aussi, je parle à des collègues, parce que moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie en Suisse, et je parle à des collègues là-bas, et eux aussi, ils viennent de créer seulement un cours
en santé planétaire. Et vous faites bien d'ailleurs de parler de One Health et de éco-santé, qui sont toutes des approches holistiques, interdisciplinaires, intersectorielles de la santé, et qui permettent justement de bien montrer le lien entre la santé animale, la santé des écosystèmes et la santé humaine, parce que de toute façon, on va vers cette direction-là. Et moi, je trouve que c'est essentiel que dans les formations en médecine des pays africains, que ça soit intégré. On ne peut plus maintenant former un médecin de la première année jusqu'à la huitième année d'études sans qu'il n'ait entendu parler d'une seule fois de One Health, de éco-santé, de santé planétaire, de changement climatique et santé, parce que c'est les enjeux de demain. Ça, c'est même pas de demain, ils sont déjà là. Et ils vont continuer. Donc, on ne peut pas finir sa formation médicale sans avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a quelques formations en ligne. Alors, je ne sais pas si je sais qu'il y a un MOOC sur la santé, sur les changements climatiques et la santé. Mais après, euh, l'OMS, moi, je sais plus pour le volet santé dans toutes les politiques où effectivement ils ont élaboré un manuel de formation. Mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas correct, mais je ne pense pas qu'ils aient élaboré une formation en ligne sur, par exemple, le concept One Health. Moi, je pense qu'il faut que les différentes institutions académiques africaines regardent et se mettent ensemble, peut-être fassent un partenariat. Si je prends chose que je connais bien, c'est l'université de Parakou au Bénin où j'enseigne les évaluations d'impact sur la santé dans le cadre du master africain en promotion de la santé. Mais ce master africain en promotion de la santé, il a été mis en place par David Weto grâce à une collaboration de l'Université de Genève, l'Université de Montréal, l'Agence universitaire de la francophonie. Là, ils se sont tous mis ensemble en partenariat pour créer ce master africain en promotion de la santé, parce qu'il n'y avait pas vraiment de promotion de la santé pour les professionnels de la santé qui étaient formés dans les universités africaines. Et ce master-là, certes, il est hébergé à l'université de Parakou. Peut-être que certains ici en ont entendu parler, mais il est ouvert à toute l'Afrique francophone, y compris aux Caraïbes, etc. Donc ça, je trouve que c'était une bonne idée. En plus, maintenant, ils se donnent en ligne. Donc, avec les outils qu'on a à disposition, les technologies qu'on a à disposition, on peut tout à fait imaginer, par exemple, un partenariat entre telle université et l'université de Laval à laquelle j'appartiens sur la formation en matière de changement climatique et santé qui serait ouvert à différents pays africains et qui se fera en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à mettre en place. On a tous les instruments qu'il faut. Il faut juste que, du côté, par exemple, des pays africains, des universités de certains pays africains, ils aient envie d'aller de l'avant. Et puis voilà. Mais moi, je trouve que c'est fondamental, c'est très important. On ne peut pas finir un cursus médical aujourd'hui sans en entendre parler. J'espère que j'ai répondu à votre question, docteur Abel. Ah, Je merci, crois que, merci. de rien, je crois qu'il y a HP qui a levé la main. Alors là, je n'ai pas le nom, donc je dis HP. Oui, HP, je vous écoute. Non, c'est peut-être pas. Je vais voir si dans la boîte de discussion, il y a une question. En Je fait, la vous en personne qui a levé la main, c'est HP, c'est écrit HP. Prof Longo, c'est le prof Longo Benza. Ah, vous aviez une question? Je vous ai envoyé des questions. Ah, OK. Le professeur Longo, d'accord, c'est vous? Oui, c'est moi-même. On peut savoir l'aspect de la vitamine D et des changements climatiques, stress végétal et changements climatiques. Tout à fait. Vitamine D. Alors, vitamine D et changement climatique, là, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas vraiment vu de lien par rapport à ça. Je sais que ça avait été évoqué dans le cadre de la COVID, mais au niveau des changements climatiques, non, là, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Ensuite, vous dites les transitions écologiques, sanitaires et changements climatiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez parler par transition écologique sanitaire? Très Vous bien. pouvez être un peu plus précis? Oui, vous voyez, avec la transition sanitaire, il y a la transition épidémiologique, la Oui, transition démographique, la transition nutritionnelle, et oui, vous avez bien présenté la problématique des maladies non transmissibles, les maladies oui, chroniques. oui, Alors, maintenant, avec interaction, oui, je dirais même plus dans le concept d'exposome. oui, exactement, Eh exactement. oui. Et Oui, donc, l'interface oui, entre tout ce qui est génétique, oui, génotype oui, et tout ce qui est environnement, oui. cette interface qui amène maintenant au problème maintenant de la santé planétaire. Vous avez raison. Et Oui, donc,
Oui, allez-y. Oui. Et c'est là que vous avez dit vous-même la détresse psychologique, l'anxiété, Oui. les complexes, l'anxiété-dépression, Mhm, n'est-ce pas? Et donc, mhm, c'est important de ne pas oublier, et c'est pour cela que vous avez bien insisté sur mhm. l'approche holistique. Et Oui, c'est là que exactement. nous avons Exactement. développé, nous Mhm, avons développé la médecine de 6P. mhm, La médecine personnalisée, nous sommes cofondateurs. mhm, La, la médecine précoce, la médecine précise, la médecine préventive, la médecine prophylactique, et puis, vous avez bien dit, l'interdisciplinaire, multidisciplinaire, et je dirais même politique. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire une médecine santé intégrative, intégrée. Ah Et ben, je suis tout à donc, fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous avez évoqué un thème qui est très important. Je suis très content que vous le mettiez parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, c'est l'esposome. mais bien Le, sûr, voilà, le l'exposant cumul des... et même l'inflammasome, et Mhm, surtout la vulnérabilité chez oui, les exactement. anglo-saxons. Les Oui. anglo-saxons parlent de frailty. Mhm, Eh bien, ce sont les personnes âgées où mhm, maintenant, nous développons maintenant des données sur immunosénescence. mhm, Et donc, Longo Benza vous mhm. demande de nous envoyer l'article sur la dermatologie et changement climatique parce que nous avons l'article qui est presque prêt. Et l'Homo médical, l'Homo of Research University, Mhm. voudrait bien développer les masters parce que nous avons développé ces masters en Afrique du Sud. Oui, oui. Maintenant, nous allons commencer à le développer ici à Kinshasa et à Quel, quel, Brazzaville. quel master Voilà. en fait? En santé et environnement. En santé environnementale, d'accord, c'est très bien. Oui. Et puis, la promotion de la santé. Oui, Oui. Et nous voudrions aussi intégrer maintenant qui est problématique, c'est santé planétaire avec Alzheimer, oui. la dépression, c'est vraiment important. Et Alors, je vais vous alors, envoyer le site, notre université maintenant accréditée par l'Afrique du Sud et oui, puis par la RDC. oui, Et vous verrez, nous avons publié beaucoup de livres sur les changements d'accord. climatiques. C'est Ah ben nous, c'est nous très avons, bien. et puis nous sommes Oui, ça fait. consultants, Mhm. consultants du changement climatique, euh, le MEME, tout ça. Donc vous pouvez googler, vous verrez tous les livres que nous avons publiés sur les changements climatiques, tout ce qui est inondation, sécheresse. N'oubliez pas même Ebola. Tous ces Oui, virus, tous ben, ces et virus voilà, c'était chez moi en émergents, Guinée. émergents. Ouais. Mhm. Et on ne faut pas oublier cela. Alors, D'accord. si vous pouvez nous envoyer cet Oui, alors je article. viens d'envoyer le lien. Ah, Oui, parfait, il est dans parfait. la boîte de discussion et je vous remercie en tout cas Inch'Allah, pour lui. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie Merci. pour cette initiative et pour les Moi, commentaires parce que l'exposome, c'est justement le cumul des expositions. Là, et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas tout à penser fait. que j'ai tendance à parler d'une seule exposition. C'est un cumul, en fait, d'expositions. Il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui travaillent sur cette question de l'exposome et c'est très, très, très important parce que Vous le avez vu même transport. COVID-19, syndrome métabolique, Oui, diabète, syndrome coronarien, nous l'avons publié. On a même organisé vraiment toute une session importante à Brazzaville, ah, mais l'OMS, c'est bien. le changement climatique. Oui, je vais vous Ben, écoute, envoyer. une fois, si vous voulez que j'intervienne, vous me direz, je ferai une intervention à distance, ça sera avec plaisir. Bien sûr, vous êtes déjà coopté parce que les désirs sont les ordres du roi. Mais Non, non, c'est juste une proposition. vous êtes déjà appointé. Avec plaisir. Écoutez, moi, ça me fait plaisir d'échanger avec mes compatriotes, mes frères et sœurs africains. Donc, si je peux faire quelques interventions, ça sera toujours un plaisir. Parfait, merci. Merci. Merci à vous. Merci aussi pour les commentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou remarques ou suggestions ou questions. J'entends les applaudissements, mais merci beaucoup. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Désolé, Merci, merci. j'ai dû résumer un cours de 45 heures en 1 heure. Alors pour chaque thématique, moi, je rentre un peu plus en détail, mais c'est toujours un plaisir
Moi aussi, j'apprends parce que là, finalement, on est en train d'échanger, ça me permet d'apprendre aussi, donc c'est très, très bien. Et ça fait plaisir. Donc, s'il n'y a plus de questions, commentaires, J'ai pas de commentaires, j'ai pas de main levée, pas de questions en attente. on pourra avoir la. Oui, je remettrai. Alors je ne sais pas à qui je dois remettre le PDF après. Parce que docteur Il n'y a pas Pascaline, de j'ai souci, pas. j'ai envoyé ça. Oui, je peux vous laisser mon mail dans le Zoom chat et voilà, on va le Voilà, laisser à tout le monde. si vous me donnez votre courriel, votre email dans la boîte de discussion, comme ça, tout de suite à la fin de la présentation, je peux vous envoyer un courriel. Ah oui, j'ai vu. Voilà, comme ça, je vais vous mettre en PDF et je vous envoie ça. Merci beaucoup. En tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et puis, en tout cas, au plaisir de rester en contact. Vous verrez mon adresse courriel à la fin de ma présentation, mon adresse email. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, de documents, d'informations, ou que je fasse une intervention en ligne. N'hésitez pas à me solliciter. Merci. Alors, Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. à très bientôt. Merci.